Bienvenue dans cette rencontre régionale d'intercommunalité de France, qu'on commence avec un petit peu de retard, une fois n'est pas coutume. Donc bienvenue à cette rencontre consacrée au renouveau industriel et à la prochaine mobilisation des collectivités, notamment régions, intercommunalités, aux côtés des entreprises. Je tiens à vous remercier d'être là. Je crois qu'on a plus d'une vingtaine d'intercommunalités qui sont représentées, mais aussi une bonne partie de chefs d'entreprise qui se sont mobilisés pour l'occasion. Donc merci à tous. Je suis pour ma part Cécile Lacoste, responsable de l'action régionale. J'animerai les échanges ce matin. Je tiens à excuser, en tout cas de leur retard, deux de nos intervenants qui sont Sébastien Martin et Xavier Bertrand, qui sont a priori tous les deux bloqués ou sur les routes ou sur les rails et qui nous rejoindront à 11 h. Donc on les retrouvera tout à l'heure et on n'hésitera pas à mettre de côté des questions qui leur seraient éventuellement adressées. Et puis je tiens à remercier aussi nos intervenants, puisque tout à l'heure, après l'ouverture de Monsieur le Président, Monsieur Olivier Gaquer, nous aurons une table ronde où nous rejoindrons Madame Sylvie Valente-Lehir, sénatrice de l'Oise, Monsieur Jean-François Montagne, vice-président de la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, et puis du côté des chefs d'entreprise, Monsieur Vincent, président de ACC, que l'on connaît bien, et Monsieur Cumin, que je ne vois pas de l'œil, mais qui est par là, dirigeant de Moventech, entreprise de la région de Béthune également. Voilà, je pense avoir assez parlé. Cette table ronde, on évoquera les sujets de foncier, d'emploi, de modernisation, des sujets qui peuvent poser question sur vos territoires et sur lesquels Intercommunalité de France a souhaité, pour une première signature de déclaration commune entre région et interco, choisir le lieu de Béthune pour son symbolisme, on va dire, industriel. Et donc, sans attendre, Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci Cécile, et donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre venue ce matin. Je salue les élus ici présents, nombreux, parlementaires et ou représentants des intercommunalités. Et puis, en vos titres et qualités, bienvenue à Béthune. Je remercie bien sûr Intercommunalité de France, et son président tout à l'heure sera là à nos côtés, Sébastien. Ça a été précisé, il est un petit peu en retard, contre sa volonté bien évidemment. Merci d'avoir choisi Béthune, merci d'avoir choisi Béthune, Bruay, Artolis, Romanne. Plus précisément, nous sommes ici à la fabrique. Alors c'est un symbole là aussi, puisque ce bâtiment n'appartient pas à la communauté d'agglomération. Ce bâtiment, il appartient à la Chambre de commerce. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, nous avons vécu dans notre France périphérique un phénomène de désindustrialisation qui fait que, y compris pour les chambres consulaires, ça parfois est un peu plus compliqué, elles se sont un peu éloignées. Et ce bâtiment était un bâtiment qui était complètement vide et sans vie. Et on a conjointement décidé d'avoir un projet pour le transformer en tiers-lieu, à vocation, bien sûr, vous avez compris, économique, mais pas seulement. Il est là aussi pour appuyer le projet du territoire, le projet de la ville, le projet des territoires intelligents, la Smart City, et donc pour conduire plus précisément le changement. Merci également donc d'avoir choisi ce territoire. Alors, quelques mots pour vous le décrire. Ce n'est pas l'objet de la rencontre ce matin, mais au moins, c'est l'occasion de présenter à celles et ceux qui viennent peut-être pour la première fois ici sur Béthune, qui nous sommes. Donc, nous faisons partie des 93 intercommunalités des Hauts-de-France. Nous sommes partie prenante des 19 intercos, et j'ai beaucoup de mes collègues du Pas-de-Calais en particulier. Et nous sommes la première interco du Pas-de-Calais en termes de communes, mais surtout en termes d'habitants, plus précisément, 280 000 habitants. Nous sommes donc 100 communes, je l'ai dit, ça va de 50 habitants à 25 000. On est donc un territoire très éclaté, mais un territoire, je le redirais, très industriel, bien évidemment. Sur ce territoire, on s'est développé et on s'est doté surtout d'un projet. Depuis l'année dernière, on a un projet d'investissement avec une feuille de route sur nos politiques publiques. C'est quand même pas loin de 533 millions d'euros qu'on va investir sur 10 ans. Je redirai alors quelques mots sur ce qu'on va injecter comme argent, mais sur la politique déchets, par exemple, on vient de faire un chèque de 148 millions d'euros déchets énergie pour nous doter d'un nouveau centre de valorisation énergétique qui va permettre à terme de produire de l'énergie verte. Et on a également décidé d'investir beaucoup sur nos ressources naturelles, l'eau. Et bien évidemment, quand je dis l'eau, j'ai une pensée pour mes collègues qui sont encore en train de se débattre avec leurs habitants pour réparer les dégâts de l'eau qui a repris parfois sa place violemment dans notre département.
Et sur l'hydraulique, c'est 105 millions d'euros sur 10 ans qu'on va investir sur l'eau potable. Et Dieu sait qu'on a aussi besoin du sujet de l'eau dans l'industrie. On a aussi la question de l'assainissement et du reuse. Et donc là aussi, c'est 120 millions d'euros qu'on prévoit d'investir sur les 10 ans à venir. C'est vous dire que ces sujets-là sont prégnants, à compter du foncier, on va en parler juste après, du bassin de main-d'œuvre également, mais ces sujets des ressources naturelles sont très prégnants. Sur cette feuille de route, donc, on a surtout axé notre développement sur le développement économique, puisque là aussi, c'est un véritable tournant. On sait que, et surtout depuis la Covid, que le patriotisme économique, la souveraineté territoriale ou économique industrielle fait à nouveau parler d'elle. Quand je parlais finalement des stigmates d'une fin de cycle, je vais être très concret. Entre 2000 et 2020, notre territoire a perdu un quart de ses emplois industriels. Ce n'est pas propre à notre territoire en tant que tel. On a 165 sites industriels d'excellentes signatures et factures, avec des filières reconnues. Nous, c'est essentiellement l'automobile. C'était également, et c'est toujours, la plasturgie, c'est la mécanique, et ça sera surtout demain des filières aussi d'avenir, autour notamment de l'électromobilité. Je pense qu'on va largement en parler ce matin. Et donc sur cette réindustrialisation, cette opportunité, nous avons donc surtout eu l'illustration avec la fermeture de Bridgestone. Ça, c'était en 2021. Donc du jour au lendemain, on apprend que le site ferme. Finalement, l'industrie est morte, vive l'industrie. Je pense que ça fait partie des cycles. On peut le dire un peu avec du recul, puisqu'au moment où on parle, après la destruction de 824 emplois, 90% ont retrouvé une solution, pas toujours pérenne, mais une grande partie des emplois donc, ont été reconstitués, pas sur le site lui-même, mais tout à l'heure il y aura une visite et vous verrez que je remercie nos représentants de la CIGE, que ça a bien avancé, puisqu'on pense reconstruire ou reconstituer à peu près la moitié de ces emplois perdus sur le site lui-même. Et il y a eu donc la question aussi de la revitalisation du tissu économique autour, avec l'arrivée, bien évidemment, on en parlera, d'ACC, qui est pour nous aussi l'opportunité de pouvoir finalement rebâtir une filière et de développer une nouvelle filière sur le territoire. En tout cas, donc, ici, on est sur des territoires d'industrie. D'ailleurs, en 2018, avec l'insistance d'Intercommunalité de France, on avait engagé, ex-ADCF, un pacte productif. Donc, on n'avait pas eu besoin de la Covid pour savoir qu'on avait besoin de produire en France et qu'il fallait surtout défendre notre patrimoine industriel et je dirais même notre culture industrielle. Parce que quand on parle de production, il faut aussi penser à tous les prolongements sur le plan sociologique. Quand j'évoque ça, je pense par exemple à la vision paternaliste qu'avaient nos entreprises chez nous. On a beaucoup de PME, PMI qui sont toujours des chefs d'entreprise très investis et très en proximité avec leurs employés. Et c'est très important dans l'organisation aussi sociale. Je pense toujours aux mines parce qu'il y avait l'organisation en dessous, mais il y avait aussi l'organisation au-dessus. Et ça fait partie de nos savoir-faire. En tout cas, donc, cette dynamique s'est engagée après Bridgestone pour essayer de se donner et se doter d'un avenir. On a beaucoup travaillé du coup avec la région, bien sûr les services de l'État, j'ai parlé de territoire d'industrie, mais ça a été vraiment un lien essentiel pour nous dans l'animation de l'écosystème et cette capacité à réfléchir aujourd'hui et demain. Première action, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on fait un Bridgestone? On compte finalement les pertes, c'était les sous-traitants, c'était donc voir toutes celles et tous ceux qui se retrouvent peut-être potentiellement en difficulté. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir et réindustrialiser le territoire, soutenir des filières, amener des entreprises. Et là, pour le coup, je le dis franchement, ce partenariat avec la région était très essentiel pour nous. D'abord parce qu'on se voyait toutes les semaines. Donc la gouvernance était locale. Je pense que d'ailleurs, sur ce dispositif de territoire d'industrie, c'est ce qui marche bien. On a associé les chefs d'entreprise. Et puis, on s'est mis tout de suite en relation avec la région sur la question de la formation, sur l'anticipation des besoins, sur nous, les sites clés en main, sur nos ressources à mettre à disposition. Et puis également avec NFI, qui est l'entreprise de marketing territorial financée par la région et qui nous a permis d'implantation sur le territoire. Alors je pourrais en citer plein depuis qu'il y a eu la fermeture de Bridgestone. On a eu plus de 1000 emplois qui sont en cours de création ou créés autour de Bridgestone en tant que tel. Et donc on voit que finalement, il n'y a rien d'inéluctable sur un cycle. Même quand on a des cycles dépressifs, on voit bien qu'il y a toujours une capacité à rebondir. Et c'est ce qu'on essaye de faire humblement, je le dis ici, mais c'est surtout avec le concours de tout le monde et une dynamique collective. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, en vous disant que nous, nos projets sur le territoire, c'est de garder notre singularité. Je pense qu'il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque territoire a ses opportunités, ses façons de faire et de voir.
Et surtout, nous, on voudrait aller plus loin dans notre coopération. L'idée, c'est, au cours de l'année 2024, de créer un comité Grand Béthunois, comme il en existe un sur l'île, le comité Grand Lille. On a besoin de travailler sur le désenclavement du territoire, puisque c'est un élément clé de l'attractivité également pour aller chercher de la main-d'œuvre. Il faut qu'on développe et qu'on monte en puissance avec l'université. On a une école de prod d'un côté, on a une école d'ingénieur de l'autre. Donc sur toute la chaîne de la formation et de formation et de valeur, il faut que nous puissions être insistants. Et puis renforcer tout l'écosystème de l'innovation. Il y a 4 ans, je le dirais ainsi, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, on est Rêve 3. Je salue d'ailleurs Didier. Nous avons eu 3 vagues d'incubation, on a un accélérateur et on lance même un fonds d'amorçage d'1 million d'euros qui va nous permettre, là aussi, de pouvoir investir directement dans la pré-industrialisation. Donc on est à disposition des entreprises du territoire qui voudront aller jusqu'au bout. C'est pas dire simplement faire de la recherche et tester, mais vouloir mettre en production et créer des emplois à la fin. Voilà, donc je pense que vous avez certainement choisi un beau cas d'école, je vais le dire ainsi. On n'a certainement pas gagné sur ce territoire, on n'a aucune leçon à donner, c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi de plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui, et qu'on essaiera aussi de nous enrichir de ces échanges, pour nous aussi comprendre là où on a peut-être des bons exemples à aller chercher par ailleurs. En tout cas, vive Interco de France et vive la coopération. Je crois que c'est important de le redire. 70% des emplois industriels aujourd'hui sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. Et donc c'est une vraie opportunité pour nous de réexister et de régler le problème aujourd'hui, la fracture du territoire en France, notamment cette France périphérique, qui a son mot à dire aujourd'hui dans une France qui se reconstitue et qui doit se repositionner sur le plan industriel. Voilà, merci beaucoup pour ces travaux aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Gacker. Je vous laisse peut-être aller vous installer tranquillement en face de moi. Merci beaucoup. Et puis j'appelle nos intervenants, si vous le voulez bien. Donc Madame Valente Lehir, excusez-moi, si vous voulez bien. Hop là. Madame Valente Lehir, je vais trouver ma slide quelque part, voilà, sénatrice de l'Oise, Monsieur Cumin, dirigeant de Bouventech, Monsieur Vincent, dirigeant d'ACC Automotive Sales Company, excusez pour l'anglais, et puis Monsieur Montagne, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, pour peut-être introduire un petit peu cette table ronde, dire aussi un mot d'un document que vous avez dû voir sur les tables à l'entrée, qui est la déclaration région intercommunalité pour le renouveau industriel, qui nous a mobiliser les équipes d'Interco de France, celles de l'agglomération de Béthune et celles de la région Hauts-de-France, pour mettre un petit peu en mouvement ce que vous disiez tout à l'heure sur la coopération entre les intercos et la région au service des entreprises et du renouveau industriel sur le territoire. Vous allez voir dans cette déclaration, il y a à la fois de la méthode au début, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses à mettre en place pour que tous ces acteurs puissent se coordonner, et puis des points un petit peu plus thématiques, on va dire, qui constituent les annexes et qui se concentre sur 3 grands champs, on va dire, de cette coopération, qui sont le foncier et la nouvelle donne que nous connaissons aujourd'hui, l'emploi, puisqu'on sait aujourd'hui que 100% des intercommunalités ont repéré dans leurs entreprises des problèmes de recrutement sur le territoire. Donc on voit aussi l'importance de ce thème-là. Et enfin, nous finirons sur la modernisation à la fois numérique et écologique de ce parc industriel et de ces industries sur le territoire, comment les collectivités peuvent notamment les accompagner. Voilà, pour commencer donc cette partie, on a commencé par le plus simple, puisque c'est la nouvelle donne foncière qui est proposée au territoire à l'heure du zéro artificialisation nette notamment, et comment est-ce qu'on concilie développement économique et sobriété foncière dans les nouveaux schémas qui nous sont donnés. Alors je vais me tourner vers une toute jeune sénatrice, puisque Madame Valente Lehir, vous êtes arrivée au Sénat il y a peu, sur les dernières élections. Peut-être nous dire un mot rapide avant de laisser la place aux industriels et voir comment eux prévoient un petit peu cette situation sur les discussions sénatoriales, ou en tout cas ce que vous en ressentez sur cette conciliation entre développement économique et sobriété foncière. Oui, merci. Effectivement, comme vous le soulignez, je suis jeune sénatrice, donc j'arrive, les travaux sont en cours, donc c'est vrai que je n'ai pas eu à intervenir personnellement sur ces sujets.
Par contre, j'ai mon expérience d'ancienne présidente d'intercommunalité et de maire. Et j'ai bien remarqué qu'effectivement, le Sénat s'est emparé du sujet en essayant de trouver des compromis et de nous amener des articles qui permettent d'assouplir un petit peu cette règle qui finalement nous mettait tous dans une situation bien délicate et particulièrement nos territoires. Hein, je parle bien de l'ensemble des Hauts-de-France, hein, parce que quand on est maire ou président d'Interco et que l'on nous amène à choisir entre le développement économique ou avoir du logement, c'est juste pas possible. Donc c'est vrai que cette situation, on l'a tous vécue comme une injustice. On part effectivement d'un postulat, le zéro artificialisation nette, ok, c'est une bonne chose si on veut dans les textes, mais ensuite c'est l'application, de quelle manière on l'a fait. Et donc le Sénat là-dessus a essayé d'assouplir les choses en délivrant, quelle que soit la densité, 1 hectare par commune, et surtout de permettre un peu plus de concertation. Et c'est bien le thème aussi aujourd'hui dans tout ce que tu nous expliquais en préambule, c'est effectivement pouvoir discuter avec les maires, avec les intercos, avec la région, sur la manière dont on envisage notre développement économique, sur la manière dont on va favoriser ces implantations. Ça, c'est important. La manière dont on va gérer les friches et la densification. Évidemment, on est tous des personnes raisonnables en tant qu'élus. On ne va pas aller sur les terres agricoles. Enfin, moi, par moment, quand je vois ces textes, je me dis mais ils sont où ceux qui les ont créés? Ils sont à Paris. Ils ont jamais vu ce que c'était que la ruralité et ce que l'on vit nous au jour le jour. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie d'en dire. Moi, maintenant, ce que je vais pouvoir tenter de faire, et en tout cas, c'est bien ma mission, puisque j'ai pris comme délégation l'aménagement du territoire et le développement durable dans ma prise de fonction. J'ai pris également la délégation aux entreprises. Donc, vous voyez, je suis attachée à ces thèmes que moi, j'ai développés également avec Territoire d'Industrie dans mon parcours. Et puis, bon, ma dernière délégation, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances, bien sûr. Voilà, donc je serai particulièrement vigilante à tous ces aspects, ça, croyez-le bien. Moi, je viens de la ruralité, elle n'est pas forcément la plus représentative au Sénat, et en tout cas, pas sur ces échelles. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Et effectivement, toutes ces délégations ont bien leur place aujourd'hui, puisqu'on pourra également parler de parité et de mixité dans l'industrie, pourquoi pas. Je vous remercie, et puis je me tourne vers nos chefs d'entreprise, que je remercie vraiment d'être parmi nous. On a parfois, nos élus nous le disent, tendance à faire territorial à territorial dans ces conversations-là. En table ronde, c'est aujourd'hui très agréable de vous avoir tous les deux. L'idée étant de vous demander comment est-ce que vous voyez et vous abordez cette question du foncier, que vous savez peut-être se raréfier sur le terrain, et comment vous le travaillez avec les collectivités. Et puis peut-être nous dire d'abord un mot sur vos entreprises. Monsieur Cumin, peut-être un mot sur Moventech et votre situation donc sur le territoire de Béthune. Merci déjà pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc Moventech est implanté depuis une vingtaine d'années sur le territoire. À l'origine, c'était un site de production d'une société familiale allemande qui a décidé de se retirer de la France au niveau de la partie production, et donc nous sommes positionnés avec un associé, Francis Kopp, qui est un autre événement ce matin, pour racheter le site. Et donc on lui donne une deuxième jeunesse en l'orientant vers l'électromobilité, donc un des sujets cruciaux et du moment, comme on l'a précisé avant. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on est implanté sur le territoire. Donc il y a 20 ans, c'est vrai que l'implantation... Ouais.
C'est bon. Plantation foncière était moins cruciale, enfin du moins les problématiques de développement étaient moins présentes qu'aujourd'hui. Mais ça reste, c'est sûr. Donc nous, déjà le projet est de lancer l'entreprise dans ses nouvelles activités stratégiques, ce qui est la priorité, et de pouvoir forcément se développer dans ce marché qui est en plein essor, avec une multitude d'offres qu'on espère proposer. Donc on est très très lié avec le territoire, donc puisqu'on est sur un bail amphithéotique, on a le temps de voir venir, mais c'est sûr que l'enjeu du foncier et du développement est quelque chose aujourd'hui qu'on se pose. Est-ce qu'on doit, quand on se projette avec vraiment des possibilités fortes de croissance et de production et des besoins peut-être en agrandissement dans les années à venir, comment on doit se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'il faut essayer de pousser les murs? Est-ce qu'il faut faire des étages? Est-ce qu'il faut faire d'autres bâtiments? Est-ce qu'il faut essayer de s'implanter dans des lieux qui sont déjà disponibles? C'est des questions qu'on commence à se poser dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Cumin. Monsieur Vincent, vous, avec ACC, vous travaillez sur dont vous allez nous dire un mot, j'espère, et vous travaillez sur une méthode aussi très particulière sur le renouvellement aussi du foncier. Je vous en prie. Absolument. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité. ACC est une société qui a été créée il y a 3 ans. Nous avons 3 actionnaires, Total, Saft, Stellantis et Mercedes. Avec comme objectif de créer une entreprise européenne, un champion européen de la conception et de la fabrication des batteries pour automobiles. Et donc depuis cette création, nous avons créé notre centre de recherche et développement qui est à Bordeaux, où nous avons un peu plus de 600 personnes aujourd'hui. Nous avons construit une usine pilote à Nersac, à côté d'Angoulême, qui produit des batteries depuis le début de l'année 2022. Et puis enfin, nous avons construit notre première Gigafactory à Billy-Berclau-Douvrin. Alors une Gigafactory, pour vous donner un peu une idée, ça va être 3 blocs de taille équivalente à celui que nous avons construit. C'est 650 mètres de long, c'est plus de 100 mètres de large, ça monte jusqu'à 35 mètres de hauteur. Et donc effectivement, il nous faut beaucoup de place. Donc nous démarrons en ce moment, nous allons livrer cette semaine les premières batteries qui vont être montées sur des véhicules de série, la nouvelle 3008 de Peugeot notamment. On a besoin de beaucoup de surface, on a en fait besoin entre 30 et 40 hectares pour construire la capacité industrielle que nous voulons. Nous avons retenu aujourd'hui trois sites où nous fabriquerons des Gigafactories, donc Billy-Berclau-Douvrin en France, Kaiserslautern en Allemagne, Termoli en Italie. Et en fait, le choix s'est porté sur ces villes, à chaque fois pour les mêmes raisons. Première raison, nous voulons contribuer à la transition énergétique. Nous voulons faire en sorte que lorsqu'il y a une activité qui est liée au thermique, et bien, cette activité étant appelée à disparaître, nous puissions apporter une activité dessus. C'est typiquement le cas à Billy-Berclau-Douvrin, puisque c'est là qu'il y a la Française de Mécanique. La Française de Mécanique fabrique des moteurs thermiques, des moteurs d'essence diesel. Son activité va inéluctablement décroître plus vite que plus tard. Et donc, nous avons acheté à la Française de Mécanique la moitié, grosso modo, des terrains dont ils avaient la possession pour y construire notre première Gigafactory. Et donc, ce faisant, on apporte une solution partielle peut-être totale, à ce qui aurait été de toute façon un problème social, puisque, je le répète, Française de Mécanique était appelée à terminer son activité, le moteur thermique s'éteignant. La deuxième raison, c'est que nous avons souhaité pouvoir limiter autant que faire se peut l'impact environnemental de la construction de l'usine. Et le fait de venir s'installer sur ce qui allait être une friche industrielle, évidemment conduit à réduire cet impact environnemental. Je pourrais rajouter que nous bénéficions des utilités qui sont installées, donc proximité de sources d'électricité importantes, les voies routières. Donc
C'est la deuxième raison, elle est importante dans notre stratégie parce que nous savons très bien que le véhicule électrique n'émet pas de CO2. Nous battons pour que l'ensemble de la chaîne de valeur qui va jusqu'à la création jusqu'à la fabrication de la batterie soit lui aussi peu émetteur de CO2. Et donc construire sur une friche industrielle contribue de ce point de vue-là à atteindre notre objectif. Enfin, je dirais que le dernier point, et qui est particulièrement vrai pour Philibert Clos-d'Auvrin, c'est que nous avons été significativement aidés par la région, par les collectivités territoriales. Nous sommes dans une industrie qui est extrêmement capitalistique. L'usine que l'on a construite à Philibert-Clos va nous avoir coûté 850 millions d'euros. On prévoit d'en faire 9 comme ça en Europe. Et c'est vrai que nous sommes dans une compétition qui est extrêmement dure au niveau mondial. Pouvoir être aidé par les collectivités territoriales, par la région, a pesé lourd dans le choix du site. Merci beaucoup, Monsieur Vincent. On laissera Monsieur Gacker réagir tout à l'heure aussi à l'installation d'une telle entreprise sur un territoire. Je me tourne vers vous, Monsieur Montagne, au sujet de la communauté urbaine de Dunkerque, qui a bien évidemment, elle aussi, une grande part symbolique dans ce renouveau industriel. Vous, de votre côté, je crois que vous n'êtes pas concerné particulièrement par cette histoire de ZAN. Par contre, vous avez un enjeu de pression foncière et de saturation des zones. Comment est-ce que vous le traitez sur le territoire de la CUD ? Décidément, c'est le micro. Allez, réessayons avec celui-là. On va tourner. Le Covid est un peu loin, ça va ? Oui, oui, ça fonctionne. Donc bonjour à tous. Merci de votre invitation. Alors effectivement, Dunkerque n'est pas touché par le ZAN. Quand je dis Dunkerque, c'est le GPMD. Donc le grand port maritime de Dunkerque n'est pas touché par le ZAN, mais c'est pas pour ça que on ne parle pas de sobriété foncière sur cette zone qui n'est pas extensible, sur laquelle vous avez déjà les infrastructures portuaires et vous avez aussi nombre d'usines. Et donc, quand vous avez 2 gigafactories qui vont venir s'installer, vous devez évidemment réfléchir à l'endroit où vous allez les mettre et aussi à l'utilisation qu'ils vont faire du foncier. Alors, la communauté urbaine à ce titre-là a été active en créant un bureau local de la biodiversité qui permettait, dans la séquence éviter, réduire, compenser, et notamment en termes de compensation, de pouvoir déjà offrir aux entreprises qui veulent s'installer une ingénierie environnementale et notamment des terrains à compenser. Tout à l'heure, vous parliez qu'il n'y avait pas de leçons à donner. Il n'y a pas il n'y a pas un cadre type à appliquer sur la réindustrialisation d'un territoire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, si je regarde Béthune et si je regarde Dunkerque, ce qui a fonctionné, c'est parce qu'on a mis tous les acteurs autour d'une table. Et c'est extrêmement important. La collectivité, les entreprises, les pouvoirs publics, la région, vous avez souvent cité la région, mais nous aussi, la région a été porteur en termes de mobilité. Et si on reparle de la sobriété foncière, on sait que notre zone n'est pas extensible, on sait que de nouvelles entreprises tapent à la porte. Alors on n'a pas vocation à Dunkerque d'être la vallée de la batterie à nous tout seuls. La vallée de la batterie, c'est bien à l'échelle régionale. Et donc, en termes de mobilité, on s'aperçoit que dans une entreprise, et je pense que mes voisins vont pas me contredire, il y a certes la place de l'entreprise, mais il y a aussi les parkings. Les parkings prennent de la place. Et nous, à Dunkerque, on a décrété que nos 2 gigafactories n'auraient pas de parking salarié. Pour 2 raisons. La première, c'est que les projections de mobilité sur la zone portuaire a déjà démontré qu'on était à saturation. La 16, le matin, est de plus en plus saturée. Et l'afflux des 20 000 emplois sur la zone industrielle-portuaire fera que
on va saturer notre réseau routier. Et deuxièmement aussi, pour une emprise foncière, on pourrait croire que les industriels auraient rechigné à ce concept. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils sont partie prenante là aussi, parce que ça fait de la sobriété foncière et aussi ça permet peut-être pour la première fois de réfléchir aussi à comment on se déplace entre son domicile et son entreprise. Voilà, donc maintenant il y a un vrai, au-delà du bus gratuit qu'on a mis en place depuis 5 ans sur Dunkerque, maintenant on s'attelle donc à la mobilité des salariés autour, qui va bien au-delà de cette zone, hein. Je vois les collègues d'Audric notamment, et ils vont être eux aussi partie prenante dans ce développement industriel, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Effectivement, l'interterritorialité aussi au service de la sobriété foncière. Celui-là, oui, mais alors, ça va me faire de la gymnastique. Voilà. Donc l'interterritorialité également. Monsieur Gaccard, peut-être vous vouliez réagir par rapport à ce qu'on s'est dit. Sinon, on peut aussi ouvrir à la salle, vous me dites. Parce qu'on a, là, on a l'occasion d'avoir 2 territoires particulièrement industriels. Non, je vais y arriver. Celui-ci, peut-être. S'il y a des questions, on peut faire tourner un micro. Oui, on va faire tourner un micro, mais le jeu, c'est qu'il marche une fois sur 2. Donc, ça n'est pas un piège de censure. Il y en a peut-être d'autres en relais, je pense, derrière. Voilà, prendre le temps de... Là, on est, comme on l'a dit, plusieurs territoires représentés aujourd'hui. Enfin, je ne représente pas un territoire personnel. Mais vous avez 2 territoires très industriels qui sont Béthune et Dunkerque. On sait qu'il y a des territoires peut-être plus ruraux dans la salle qui souhaiteraient éventuellement apporter leur témoignage. Donc n'hésitez pas. La première main levée est toujours la plus dure, donc on peut passer sur celle-là si vous voulez, aller directement sur la suite. Mais sur cette question de la sobriété foncière et de la nouvelle donne foncière, est-ce qu'on a des témoignages ? C'est le temps de penser à la question, de penser au témoignage. Bah, la question 1, je vais faire comme si vous me l'avez posée, comme ça je vais répondre. Bah, pour répondre très concrètement, nous aujourd'hui, si on regarde sur notre territoire, donc les 100 communes, 647 km², sur les 10 dernières années, on a consommé l'équivalent à peu plus de 900 hectares. 1350 terrains de football. Pour en réalité presque 0 emploi en plus et presque 0 habitant en plus, grosso modo. On voit que c'est l'étalement urbain qui finalement nous a plutôt mis en difficulté, qui a consommé toutes nos ressources financières pour le coup, puisque rien que sur l'eau potable, j'ai évoqué, ou l'assainissement, on a plutôt agrandi nos réseaux qu'entretenu nos réseaux. Et donc on voit qu'aujourd'hui la question du foncier, ça reste hyper stratégique, y compris dans la ruralité, et pour nos agriculteurs qui eux aussi sont en pleine mutation. Et là aussi la souveraineté alimentaire, on pourra en parler. Donc le sujet aujourd'hui pour nous, c'est effectivement dire, hop, on consomme moins, parfait, donc 900 hectares chevérons, il faut diviser par 2, 450 hectares à consommer. Mais maintenant, arrive la guerre des usages. Ok, tu as le droit à 450 hectares, mais qu'est-ce qu'on en fait? Combien pour l'habitat? Combien pour quelle commune? Combien pour le développement économique? C'est vrai que le Sénat le gouvernement s'est emparé de la question. Le Sénat est revenu sur le sujet pour essayer de nous donner des outils. Au moment où je vous parle, il n'y a pas encore d'outils coercitifs. On a déjà consommé en 2 ans plus de 200 hectares. Donc on voit que la machine elle est bien emballée. Et que donc, ma question à moi, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'outils législatifs pour avoir du bon sens? La réponse est non, c'était dit, puisque sur les 2 projets qui ont été cités, le premier, c'est une reconstruction de l'usine sur elle-même, avec de la hauteur, etc. Il faut qu'on change nos règles, il faut qu'on sache aller chercher aussi de la densité et de la hauteur, y compris dans l'industrie. Deuxièmement, ça a été dit également, enfin ça n'a pas été dit, moi je le sais, c'est le compactage des activités, puisque vous avez compacté vos activités, vous avez fait de la place pour que d'autres entreprises puissent venir, y compris des startups chez vous. Et donc, je crois que sur ces sujets-là, il faut qu'on change notre façon de voir et nos pratiques. Et là, parfois, c'est pas gagné que ça reste de l'État. Si on a besoin de nos parlementaires, quand vous expliquez que vous allez faire un bâtiment 35, 40, 45 mètres, on vous dit non mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Déjà, les éoliennes, ça pollue, mais alors là, un bâtiment, ouais, mais il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Est-ce qu'on veut de l'industrie? On n'en veut pas? Est-ce qu'on
on veut aujourd'hui de l'emploi, on n'en veut pas. Est-ce qu'on veut l'énergie verte, on n'en veut pas. On ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut choisir. Et je crois que c'est là où il faut qu'on se mette au clair. Si on veut effectivement arrêter de s'étaler, il faut monter à hauteur. Ou alors il faut nous expliquer qu'on va vivre du loisir à la consommation. Mais ça, on a compris que c'était une vue d'esprit. On y a cru après la tombée du mur de Berlin. On voit qu'aujourd'hui, il faut vite réindustrialiser notre pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut qu'on regarde. Ça donc la demande aussi des règles de coopération. Il y a un outil législatif, oui. Mais je crois qu'il faut surtout qu'on amène le sujet auprès des communes, je parle d'intercommunalité, pour savoir qui fait quoi, et notamment nous mettre d'accord sur l'écosystème au sens large. Parce que ce qui a été dit en matière de mobilité, c'est très simple. La meilleure mobilité, c'est celle qui n'existe pas. Nous avons besoin d'avoir de l'habitat à proximité de nos usines. Il faut que ça rayonne, évidemment, on est très heureux. Tout le monde ne va pas avoir sa zone d'activité. On ne va pas tous se battre pour avoir une zone d'activité. Il faut donc que ça puisse rayonner assez largement, et ça rayonne. Il faut connecter, et à un moment donné, il faut qu'on se partage les missions sur un territoire donné. Voilà, et ça, c'est tout le problème des métropolisations aujourd'hui, où on met tout au même endroit, et on asphyxie le reste, ou on désertifie le reste. Et je crois que le vrai sujet pour nous de l'aménagement du territoire, c'est bien celui-ci, c'est de savoir combien on consomme où, et puis qu'on a cherché aussi les friches, dernier sujet. Moi, quand on me dit, oh, Olivier, tu te rends compte, on va diviser par 2, ok, mais on a 350 hectares de friches sur l'agglomération. Donc le vrai sujet, c'est est-ce que nous, on va avec les collègues monter une foncière? Est-ce qu'on amorce la pompe pour pouvoir amorcer et donc les reconversions de ces sites, c'est-à-dire parfois dépolluer, aménager, avoir des outils juridiques qui permettent à des industriels de venir et de ne pas avoir tout à payer en même moment, le bâtiment, l'acquisition, d'étaler les investissements dans le temps pour leur permettre et d'amortir, d'avoir une montée en puissance de leurs activités et de pouvoir, in fine, souvent ils le souhaitent, être chez eux à la fin et valoriser sur le plan patrimonial les investissements réalisés. Donc je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que j'évoque là, mais il y a quand même à remettre sur pied un minimum de règles et de méthodes et de coopération. Je pense que c'est d'abord le bon sens avant la réglementation, me semble-t-il, mais je pense que toutes les situations là aussi ne sont pas les mêmes. Ça a été dit, il y en a qui ont des friches, il y en a qui n'en ont pas. Mais en tout cas, je pense qu'en matière de conception, il faut qu'on repense complètement notre façon de faire. Merci beaucoup, monsieur Guettet. Une réaction peut-être? Sinon, je vous propose qu'on passe à la deuxième question. Monsieur. Ah, il y en a une. Peut-être juste Ouais. Juste une réaction. Moi, je n'ai pas la vision globale que vous avez sur la tension sur le foncier. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous, industriels, on est particulièrement intéressés par le compactage. Et vous l'avez mentionné, c'est effectivement un point qui est très important, c'est-à-dire que nous considérons que moins nous utilisons de mètres carrés, moins nous aurons de frais fixes, et donc plus nous serons compétitifs. Et donc ça, c'est un point où finalement on peut se retrouver dans une optimisation de l'usage du foncier. Bonjour à tous. Amel Gaker, conseillère régionale et sénatrice. J'en profite pour saluer ma collègue sénatrice du Pas-de-Calais. Donc j'en profite pour te saluer. Sylvie, oui. Non, Amel Gaker, sénatrice du Pas-de-Calais. J'en profite pour saluer, je parle vite, ma collègue Sylvie, sénatrice de l'Oise. Donc non, j'en profite justement pour un petit mot, puisqu'on a parlé du ZAN, des travaux du Sénat. Je suis également une jeune sénatrice un peu plus, avec un petit peu plus d'expérience au bout de 2 ans, puisque j'ai vraiment eu l'occasion de suivre justement les travaux du Sénat sur le ZAN. Juste un petit mot pour dire que nous avons bien conscience, en fait, au Sénat, et puis donner un peu de sens à ce qu'on vous expliquait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Sénat, de la difficulté de la cohérence des usages. Tu l'as dit clairement, sur le logement, sur le développement économique, le développement industriel. Et ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, une commission est d'ailleurs lancée, je ne sais pas si tu en fais partie, pour suivre justement la mise en œuvre du ZAN. Ce n'est pas le ZAN en lui-même, c'est vraiment sa mise en œuvre au sein des territoires. Vous le savez, et c'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui concrètement, c'est le travail sur les décrets d'application qui viennent de sortir, sur lesquels on a évoqué la territorialisation, les grands projets qui doivent d'envergure en fait aujourd'hui, qui vont être soit nationaux, régionaux, etc. Enfin bref, derrière tout cet arsenal en fait législatif, ce que j'essaie juste de dire, c'est que l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que la mise en œuvre soit encore une fois faite au niveau
territoriale en fonction du développement des territoires, des besoins des territoires, et certainement pas dans un cadre qui soit législatif, réglementaire, qui imposerait. Et donc, ce que nous sommes en train de travailler, c'est surtout la mise en œuvre et donc la gouvernance. C'est comment on va le mettre en œuvre, qui va décider de quoi, parce que l'enjeu, il est vraiment là. C'est de savoir qui va décider de quoi et de surtout pas plaquer un modèle, parce qu'en fonction des régions, en fonction des besoins, nous n'aurons pas, encore une fois, les mêmes attentes. Donc, vrai enjeu donc, de territorialisation et de gouvernance, c'est vraiment ça que nous sommes en train de travailler aujourd'hui au Sénat, en ayant en tête, encore une fois, ce que vous êtes en train d'exprimer aujourd'hui sur le foncier qui, parallèlement à l'énergie, est vraiment le vrai enjeu en termes de développement économique que nous rencontrons. Merci. Merci Madame la Sénatrice. Merci beaucoup. Et effectivement, je ne parlerai pas à la place de Xavier Bertrand, mais il était prévu qu'il dise un petit mot aussi sur cette territorialisation de la sobriété foncière et du développement économique. Je vous propose qu'on passe à la partie emploi de cette table ronde un peu dynamique, mais qui est très intéressante à notre sens, notamment parce qu'on parle d'attirer des entreprises et de les installer sur le territoire, mais pour l'industrie, il y a aussi la question d'attirer les salariés et d'attirer les bonnes compétences et les bons profils sur les bons postes, parfois des postes qui n'existaient pas il y a encore quelques années, et quelques fonctions qui sont tout à fait novatrice. Là-dessus, je voulais me tourner vers Monsieur Montagne tout d'abord. Vous avez on avait parlé en préparant cette rencontre d'un territoire très industriel, avec une image parfois difficile, notamment pour les jeunes, pour se projeter dans l'industrie, puisqu'on était sur une image un peu l'industrie d'hier, et qu'il fallait aujourd'hui adapter, en tout cas, pour pouvoir attirer à nouveau ces profils. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? J'espère ne pas en avoir trop dit. Dès que vous avez un micro qui marche, c'est encore... Fonctionne-t-il? Oui, il fonctionne. Très bien. Oui, alors, juste un petit retour en arrière. Dunkerque, 1945, complètement détruite. Le général de Gaulle décide qu'il faut relever ce territoire et lui confie la sidérurgie, qu'on appelait à l'époque la sidérurgie sur l'eau, les années 60. Hein, la sidérurgie, pour ceux qui ont connu ça à l'époque, c'était extrêmement polluant. Autour, dans un rayon de 10 km autour de Dunkerque, c'était tout rouge de minerais. Moi, quand j'étais gamin, je ramassais dans mon jardin des petits morceaux de minerais, et surtout, ça donnait pas envie. Quand on voyait nos parents, nos oncles rentrer à la maison tout rouge, ça donnait pas envie, et il y a eu un désamour de l'industrie, au-delà de l'aspect environnemental qui est encore très prégnant sur notre territoire. L'acceptabilité de la population des années 60 n'est pas celle des années 2020, ça tout le monde le sait ici dans cette salle, mais il faut l'avoir présent à l'esprit. Et donc, on a besoin, d'ici 10 ans, de trouver 20 000 personnes, 20 000 talents, comme on dit à Dunkerque, et on doit réenchanter l'industrie. C'est un vrai enjeu pour nous. Les emplois doivent servir à notre territoire, mais pas que notre territoire communauté urbaine. On sait que un certain nombre de PCI autour de la CUD seront eux aussi partie prenante de ces emplois, et on doit arriver à réenchanter véritablement l'industrie. Alors comment on fait pour ça? Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de dire venez dans les usines, venez dans les industries. Il faut montrer l'image de l'industrie du 21e siècle. Je crois que c'est extrêmement important. Et on a, depuis donc, septembre 2020, signé un pacte éducatif avec l'Éducation nationale. C'est pas simple de signer un pacte éducatif avec l'Éducation nationale, mais on a réussi à les embarquer avec nous dans l'histoire, avec aussi les industriels qui ont été signataires de ce pacte. Et dès la rentrée suivante, on a réussi à créer 4 BTS sur notre territoire. Parce que justement l'Éducation nationale a compris les enjeux qu'on avait sur notre territoire.
Alors, c'est pas seulement créer des filières. Alors, on travaille aussi avec l'ULCO, avec l'unité de recherche. On a deux écoles d'ingénieurs qui viennent de s'installer à Dunkerque et qui vont assurer aussi être un vivier pour nos industries qui vont s'installer. Et c'est aussi un travail avec la population pour arriver à donner une image plus juste et beaucoup plus agréable que celle qu'on a pu connaître. On crée un certain nombre d'événements, c'est le village du futur où vous pouvez venir rencontrer les industriels, venir rencontrer les différentes process dans les industries, ce sont les fabulous factories. Donc vous avez bien compris qu'on utilise aussi des termes un peu plus... Voilà, un petit peu plus, un peu plus vendeur, oui, un peu plus touch, comme vous dites, parce que les forums pour l'emploi, ça date un peu, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à donner une autre image de l'industrie, et on challenge beaucoup nos industriels qui ont, alors je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, j'espère que non, mais qui ont des fois du mal à parler de leur métier, qui ont du mal à expliquer ce qu'ils font. Moi, je dis toujours aux industriels, mais expliquez vos process, dites comment ça se passe dans vos entreprises, faites des films, montrez, invitez les jeunes à venir dans vos industries. C'est comme ça qu'on va arriver à trouver nos 20 000 talents. Tout à fait. Et il n'y a pas que ça, je termine juste, mais... si on veut faire venir des talents peut-être d'ailleurs, il faut aussi qu'on travaille l'attractivité de notre territoire. Et pour ça, on a aussi besoin de l'aide de la région parce que, évidemment, on peut développer le tourisme, mais ce tourisme doit se développer au niveau régional. On le sait, on n'a pas qu'une région où on a des Miss qui sont élues une année sur deux. Félicitations. Mais on a des Miss aussi. Mais on a aussi un territoire où vraiment on a des atouts et il faut absolument qu'on arrive à les montrer. Madame Valente-Lehir, vous souhaitiez réagir avant qu'on interroge effectivement nos industriels? Effectivement, réenchanter l'industrie. Oui, ça c'est des termes importants et on y travaille, nous, à l'échelle du pays, sur le territoire. Donc les deux intercos et l'agglo, je pense que c'est très important. Alors on s'est servi du dispositif territoire d'industrie, on a créé une école de production et un camion 4.0 qui se déplace et qui va vers les collégiens, parce que je pense que c'est la bonne échelle, pour leur faire découvrir ces métiers. On a impliqué les industriels avec nous et je pense que c'est important justement de faire découvrir ces métiers aux enfants, aux élèves, mais également aux parents. Ils ne les connaissent pas. Et aujourd'hui, en allant directement, je pense que le collège est déjà le bon moment, la bonne strate, parce qu'après il peut être un peu trop tard. Et c'est vrai qu'ils découvrent qu'en fait on fait des choses particulièrement innovantes, ils découvrent ce que l'on fait également sur les territoires et ils s'aperçoivent que l'industrie, c'est pas ce qu'on voyait, le Zola gris, non, aujourd'hui c'est très moderne, c'est des beaux métiers. Ce sont des métiers d'avenir, des métiers où on peut progresser et il faut se servir des compétences que l'on a et des richesses que l'on a sur nos territoires. C'est-à-dire, nous, on a une école d'ingénieurs, mais l'école de production nous amène à cela. Parce que quand on sait qu'ils sont formés gratuitement, avec les industriels présents, ils font tout de suite des pièces qui sont utilisables sur le marché, faire pour apprendre et non plus apprendre pour faire, ça c'est très important. Donc on avance avec tous ces dispositifs et je pense que ça c'est très très important d'utiliser vraiment ce que l'on a sur le terrain. Et cette concertation, encore une fois. Toujours, on revient à la coopération qui fait le cœur de l'intercommunalité aussi. Messieurs, Monsieur Cumin et Monsieur Vincent, je crois que tous les deux, vous avez des méthodes, on va dire, pour ouvrir vos portes, ouvrir vos métiers et aider un peu ce savoir, ou en tout cas se faire connaître de vos métiers de demain. Bien, je rejoins tout particulièrement les deux intervenants précédents sur la nécessité de
rendre l'industrie visible, de montrer qu'elle a complètement changé. Nous sommes une industrie qui se créons en Europe, donc qui n'existait pas il y a encore 3 ans. Elle n'a absolument rien à voir avec l'industrie automobile classique que l'on connaît. On travaille dans des salles blanches, des salles sèches. On a une utilisation massive du numérique. Et je dois dire que lorsque nous avons engagé le projet il y a 3 ans, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le fait de s'installer aussi à Billy-Berclau-Douvrin était motivé par le fait qu'on s'installe dans une région qui est une région avec une histoire industrielle et donc des gens qui ont l'expérience de cette industrie. Mais donc, on était quand même malgré tout un petit peu inquiets sur la possibilité de recruter. Aujourd'hui, on a 450 personnes qui sont à Billy-Berclau-Douvrin. On sera 1200 à la fin 2025. On recrute grosso modo un tiers de gens chez Stellantis, donc qui passent de la Française de mécanique chez nous, un tiers de jeunes embauchés, et puis un tiers de gens qui ont plus d'expérience, alors qui n'ont pas l'expérience de la batterie, mais qui ont par exemple l'expérience de la maintenance, de la conduite d'équipe, de la qualité. Et je dirais que ça se passe plutôt bien. On a plus de difficultés de recrutement dans notre usine pilote qui est beaucoup plus petite, qui est à Nersac, qui est une région plus agricole, dirons-nous, et moins industrielle. On s'appuie beaucoup pour recruter aussi sur la région, sur Pôle emploi. On a très régulièrement ce que l'on appelle les mardis de l'emploi, où l'on reçoit des CV de très grande qualité. Stellantis a développé ce qui s'appelle le Battery Center pour donner une vision à ses salariés et demain peut-être à des gens venus de l'extérieur de ce qu'est une usine de batterie, qu'ils comprennent ce qu'est la différence avec ce qu'ils ont vécu jusqu'alors. Et donc moi je suis extrêmement favorable à montrer ce que nous faisons. Alors on est dans la phase de démarrage, c'est difficile d'accueillir du monde aujourd'hui, donc, mais de manière générale, je suis extrêmement favorable à montrer ce que nous faisons, à montrer que nous sommes une industrie moderne et effectivement qui n'a rien à voir avec les images du passé. On en a besoin parce que l'attirance pour l'industrie de manière générale est moindre que ce qu'elle a pu être il y a un certain temps. On a aussi besoin d'attirer beaucoup plus de femmes. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir 25% des effectifs chez ACC qui sont des effectifs féminins. On est loin du 1 pour 1. Et donc on a encore à progresser là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Cumin. Je crois que vous aussi, vous ouvrez vos portes, entre guillemets, de Moventech pour ce fameux faire connaître. Oui, tout à fait. Donc, c'était très important déjà dans une action de retournement stratégique, hein, d'essayer d'enlever l'image du site qui était... Enfin, pas d'enlever l'image, mais je dirais de s'affranchir du groupe qui était présent chez nous depuis 20 ans pour pouvoir avoir notre propre identité et notre propre domaine d'activité stratégique. Et donc on arrive avec un projet intéressant. Donc pour l'instant au niveau du recrutement, on n'a pas eu trop de difficultés puisqu'on avait des postes nouveaux à créer, hein, on était une usine complètement intégrée dans un groupe, donc il n'y avait pas d'achat, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de commerciaux, enfin tout était centralisé au niveau du groupe. Donc de ce côté-là, on a pu embaucher les nouvelles fonctions assez facilement, on a eu un peu de chance par rapport à ça. Maintenant, on est quand même sur une usine qui est propre, dans laquelle on a investi. C'est vrai qu'on est vitrine industrie du futur. Je pense que c'est aussi important que quand les personnes arrivent, et je sais qu'il y a pas mal de personnes dans la salle qui ont eu l'occasion de visiter le site et qui nous ont fait des retours très positifs, qui ont été étonnés, sachant qu'on a de la construction mécanique, et de se dire waouh, on a eu beaucoup de personnes qui disent on pourrait manger par terre. Voilà, c'est le classique. Et c'est important pour quand les jeunes arrivent, qui ont une image de l'industrie en effet qui est un peu vieille industrie, très sale, ou voilà, comme vous disiez à l'époque, l'industrie n'est pas forcément ça. Maintenant, ça demande aux industriels aussi des efforts pour avoir ces locaux propres, ces conditions de travail qui sont agréables et que les gens fassent ça, aient envie de venir dans ce lieu.
Et puis il y a forcément le projet derrière. On parle beaucoup de donner du sens et ça c'est très important d'arriver en effet à donner du sens à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut amener dedans et je pense que les nouvelles générations sont très sensibles à ça, hein, on le voit tout le temps. Et donc c'est aussi une des clés, je pense, du recrutement. C'est vrai que l'arrivée, les 20 000 personnes qui vont être nécessaires sur la région, ça nous fait quand même toujours un peu peur pour la suite, et notamment pour nos velléités d'expansion dans le futur. C'est-à-dire, est-ce qu'on sera capable de pouvoir attirer ces personnes? Donc, on a quand même ça à l'esprit aujourd'hui. Et maintenant, pour revenir un peu sur la désindustrialisation et le désamour des jeunes vis-à-vis de l'industrie, je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas nouveau. Il y a plein de choses qui sont mises en place à ce jour, mais ça a quand même pris du temps, je pense, pour qu'il y ait une réaction générale, que ce soit au niveau de l'éducation. Et l'éducation, on a encore quand même les filières professionnelles qui sont encore très très loin d'être des filières privilégiées et qui, dans le cadre de personnes qui font du montage en mécanique, en électronique, on n'a pas forcément besoin de personnes qui aient des formations générales ou amenées très loin. Par contre, on a besoin aussi d'ouvriers et de personnes qui ont vraiment des compétences de ce côté-là. Et voilà, on a quand même encore ce rôle de l'éducation qui devrait arriver à privilégier la filière professionnelle. Il y a une prise de conscience, mais dans l'opinion publique, ça reste quand même encore loin d'être le cas. Il y a eu beaucoup de signaux faibles depuis, je pense même quasiment une vingtaine d'années sur l'industrialisation et l'industrie qui était quand même un des métiers qui n'était pas vraiment privilégié. Et on en parle beaucoup aujourd'hui de ces signaux faibles quand vous êtes dans du management d'entreprise où on dit qu'il faut savoir détecter les signaux faibles au niveau de vos entreprises, de vos employés pour pouvoir réagir très rapidement. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment pris en compte à l'époque où il y en a eu et du coup ça a pris du temps à dégainer et aujourd'hui on en paye un peu les conséquences. Donc c'est beaucoup de choses et puis après quel est en effet le rôle de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ouvre nos portes, on est prêt aussi à former les personnes peut-être de manière plus efficace que si c'était des formations notamment dans le cadre du professionnel, que c'était des formations classiques. Et donc là c'est vrai que la collaboration avec les institutions sur quel est le rôle de l'entreprise dans le schéma global de formation et de communication sur l'industrie est très important. Merci beaucoup. Et je crois que M. Bertrand n'est pas très loin, donc il pourra nous dire peut-être un mot sur la politique de formation, notamment de la région, en ce sens. Est-ce que dans les élus, vous souhaitiez peut-être réagir sur l'accompagnement de ce mouvement des entreprises à la formation, ou faire savoir, M. Gacquer? Pas de réaction, je partage complètement, mais deux suggestions. Moi, je crois beaucoup à l'adage, si tu ne vas pas à l'industrie doit venir à toi. Parce qu'on ouvre les portes, on essaye de changer l'image de l'industrie, oui, mais les industriels étaient très présents sur nos territoires, ils ont beaucoup reculé. Je pense par exemple à la vie sociale et associative sportive. Actuellement, je m'interroge, donc je lance une bouteille à la mer, je ne vois plus de sponsors industriels sur les maillots de football, de basket, de hand, de je ne sais quel sport. C'est pas beaucoup d'argent, mais c'est d'être présent dans l'imaginaire collectif local. On avait beaucoup d'entreprises industrielles paternalistes qui étaient souvent le président du club de football, qui était le sponsor principal, qui était le financeur de certains joueurs, éducateurs, etc. Et ça, je pense qu'on aurait à réfléchir ensemble sur non pas un sponsoring et puis mettre une marque, mais sur cette capacité à ce que les clubs pourraient rendre en contrepartie sponsoring, c'est-à-dire organiser des journées de recrutement pour les industriels. Parce que forcément, les jeunes sont dans ces clubs, ils sont dans ces activités, et c'est une façon aussi, peut-être, d'être en prise directe avec des éducateurs qui peuvent faire un pré-filtre sur l'état d'esprit de ces jeunes en particulier. Tiens, je t'ai isolé 10-15 jeunes qui sont en recherche d'emploi, mais dont on sent qu'ils pourraient reprendre une formation, qui ont l'état d'esprit, parce qu'en réalité, ça a été dit, la formation, vous savez gérer. Donc je pense qu'il y a peut-être ce sujet-là. Et le deuxième sujet, deuxième proposition, on aimerait nous créer à l'échelle du territoire une fondation territoriale qui permettrait à justement nos entreprises de peut-être verser de l'argent localement avec une réduction fiscale. On l'a déjà nous testé ici avec Break Poverty. Et donc ça permet, grâce à cette fondation, de pouvoir flécher l'argent sur des actions territoriales. Et auprès de jeunes, ou en tout cas auprès de cibles sociologiques qui sont en proximité et pas simplement financer des fondations pour des projets très lointains. Voilà, donc je pense qu'il y a deux réflexions complémentaires. Donc ce n'est pas de l'argent supplémentaire, c'est de réfléchir différemment sur le rôle des uns des autres et comment on pourrait recréer cet état d'esprit
tout bêtement, je pense qu'il manque aussi des compétitions entre industries. On avait avant des corpos, on avait chaque entreprise avait son équipe de football, de hand et autres. On l'a un peu perdu et je crois que c'est dommage parce que ça permettait de créer vraiment là aussi une vie de territoire, une vie de famille de territoire et à travers les entreprises. Et je crois qu'il y a aujourd'hui le sens, mais il y a aujourd'hui une confusion entre ce qui relève de la sphère privée, de la sphère professionnelle. Et ben jouons là-dessus pour au contraire créer un état d'esprit positif parce que ça a été rappelé, on a une histoire industrielle, on a une culture industrielle, on a aujourd'hui des gens travailleurs. Mais quand vous êtes à 15% de taux de chômage, vous avez un bassin d'emploi qui est assez disponible. Quand vous arrivez à 8 comme aujourd'hui, forcément, il faut qu'on fasse un peu plus preuve d'imagination pour aller chercher celles et ceux qui prennent parfois le temps avant de s'engager dans une voie professionnelle. Très bien, donc remettre l'industrie dans la tête des gens et l'espace social, effectivement. Peut-être faire un tour de réaction à ce stade. Est-ce que là, Monsieur Gacker a fait 2 suggestions qui me paraissent intéressantes. Monsieur, alors, on a toujours cette guerre des micros qui gronde. Tenez. Oui, bonjour. Didier, excusez-moi, vous vouliez parler, madame? Non, j'étais complètement en accord. C'est ce qu'on disait, redonner du sens. C'est ce que les gens cherchent également. Didier Cousin, donc moi je suis vice-président en charge de Rêve 3 à la CCI de région, complètement en phase avec tout ce qui a été dit. Il y a un véritable enjeu, je connais bien le Dunkerquois, il y a un véritable enjeu en termes de création d'emplois et donc de formation et de recrutement, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Alors si on dépasse Dunkerque, on dépasse les 20 000 largement. Donc on va vite se retrouver face à une concurrence des embauches dans les entreprises. Et effectivement, il y a un peu ce volte-face par rapport aux métiers de l'industrie qui ont été plutôt décriés, ces métiers, ces dernières années. Donc il y a un véritable enjeu. Juste en termes de témoignage, et peut-être pour ajouter une proposition à ce que tu viens de dire, Olivier, moi je fais partie d'un comité Grand Hainaut. Alors c'est pas le Grand Béthunois, c'est le Grand Hainaut, qui n'a rien à voir avec le comité Grand Lille, beaucoup plus petit et naissant. Par contre, on a mené dès le départ une action qu'on a appelée le road trip, c'est-à-dire en fait on a entre 500 et 1000 jeunes qui par an, alors c'est une goutte d'eau, mais n'empêche que c'est quand même une initiative, c'est des jeunes qu'on va chercher dans les collèges, et je dis bien collèges et lycées, parce qu'on sait que le plus tôt possible le mieux, pour aller visiter les initiatives. Les Valenciennois vont à Cambrai, les Cambrasiens vont à Maubeuge, les Maubeugeois vont à Valenciennes. C'est pour aller visiter les initiatives, les entreprises, les associations, enfin tout ce qui se fait de bien sur le territoire, mais surtout les entreprises. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils prennent goût à des activités nouvelles, à un regard nouveau sur les activités industrielles. Je pense que ça peut être recopié un peu partout, à condition que les gens travaillent ensemble et qu'on soit bien décloisonné entre les institutions, l'académie, les proviseurs, les chefs d'entreprise et les collectivités locales. C'est extrêmement important. Donc c'est une initiative en plus de ce qui peut se faire sur la fabuleuse Factory que je connais bien sur Dunkerque, qui est aussi une très belle initiative ouverte aux familles. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous ai tourné le dos là-haut. Ok. Challenge. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis Pascal Oyer, je suis directeur des formations du CECI Arnaud de Breuet. Et en même temps, j'ai une mission de bassin. Je suis le référent avec entreprise pour le bassin Béthune-Breuet, un club que j'anime avec Bruno Hancar, qui est le dirigeant de la société Anova. Pour revenir à la relation avec l'entreprise et la promotion des métiers, des filières auprès des jeunes, alors, je suis sûrement un très très mauvais communicant. On en est cette année à la 8e édition de l'opération Cap vers l'industrie, qui est une édition, un dispositif qui permet de faire découvrir les métiers de l'industrie aux collégiens du bassin. 8e édition, voilà. Vous ne connaissez pas, c'est de ma faute. Et pour autant, tous les ans, on monopolise entre 10 et 14 collèges et 10 et 14 entreprises sur ce dispositif-là, où le chef d'entreprise se rend au collège, va à la rencontre des jeunes, notamment, je pense, M. Kumal, Moventech fait partie depuis le départ de ce dispositif. Je cite le Jockey, toute la plasturgie, enfin, il y a plein d'entreprises du bassin. Les collégiens vont ensuite visiter l'entreprise et rencontrer et faire une interview d'un des personnels de l'entreprise, faire une petite vidéo. Et on a une cérémonie de restitution qui est faite tous les ans à la base Loisy-Nord, parce que l'AGLE est aussi une grosse partie prenante de ce dispositif qui est là. Donc oui, sur le bassin, ça existe sur ce territoire. Sûrement, je ne communique pas assez bien à ce sujet, parce que vous n'en avez pas connaissance. Voilà, mais ça existe. Merci.
Et voilà qui est corrigé, je vous remercie beaucoup. Alors, je me permets de dire tout de même un mot et de dire bienvenue à Sébastien Martin, président d'Intercommunalité de France, et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Bienvenue à vous deux. Nous étions sur les questions d'emploi, de formation, comment réenchanter l'industrie, comment coopérer au service, merci beaucoup Lucas, au service donc de l'attrait, on va dire, des salariés sur ces métiers industriels. Est-ce que vous voulez peut-être... non, je vous prends un petit peu de cours. C'était un piège. Voilà. Alors je vous propose que peut-être pour plus de confort tout à chacun, on passe à la troisième partie de cette table ronde avec nos intervenants, sur laquelle il s'agit d'évoquer la question des transitions. Alors dans les transitions, vous le verrez dans la déclaration que vous avez pu trouver sur les tables, nous l'avons mis au pluriel puisqu'il s'agit à la fois de transition numérique et de transition écologique. Les deux problématiques étant très très prégnantes sur les questions industrielles. On vous propose peut-être de laisser la parole avant tout à nos industriels, puisque on l'entend beaucoup de la part des élus, c'est eux qui vous donnent parfois l'inspiration de voir ce que vous allez pouvoir mettre en place sur les territoires et ce qui va arriver demain. Messieurs, peut-être quelques mots sur vos démarches RSE, vos démarches de modernisation aussi du parc. Monsieur Vincent. Alors, plusieurs points sur le sujet. Dès le départ, notre projet porte sur la transition énergétique, donc permettre une mobilité propre qui soit accessible au plus grand nombre. Dès le début, on s'est dit, le véhicule électrique, c'est très bien, il n'émet pas de CO2, il faut que nous soyons particulièrement attentifs à l'ensemble de la chaîne depuis la mine jusqu'à nos usines. Première chose que nous faisons, c'est que nous avons pris des engagements extérieurs vis-à-vis de nos clients sur la certification des mines eu égard à un certain nombre de dimensions environnementales, dimensions sociales. Nous savons tous qu'il y a un certain nombre de mines dans le monde qui ne sont pas respectueuses ni de l'environnement ni des droits sociaux. Et donc toute notre chaîne d'approvisionnement sera certifiée, ce que l'on appelle IRMA, donc Initiative Responsible Mining Assurance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous pensons que plus nous avons des fournisseurs qui vont se rapprocher de nous, mieux ce sera en termes environnementaux, mieux ce sera en termes de compétitivité économique. Et pour prendre un exemple, il est évident que la perspective d'une implantation de XTC Orano, donc une association entre un fournisseur chinois et Orano, pour produire les matériaux que l'on utilise pour fabriquer les électrodes, est quelque chose que nous considérons comme extrêmement positif. Enfin, le dernier point, et là où il y a encore beaucoup à faire, c'est sur les biens d'équipement. Les biens d'équipement, tous nos biens d'équipement viennent d'Asie. Enfin, très peu viennent d'Europe. Il n'y a pas d'industrie en Europe de fabrication des biens d'équipement que nous utilisons dans nos gigafactories. Et donc, il y a à construire ces biens d'équipement, à permettre à ce que des fabricants de machines-outils, par exemple, parce que c'est dans ces domaines que l'on va trouver l'expertise, puissent arriver à acquérir le know-how et puissent demain devenir une alternative aux fournisseurs asiatiques. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Donc je dirais que, nous aussi on est dans la décarbonation et donc la réduction de l'empreinte carbone. Donc la problématique, pas la problématique, l'enjeu en dehors des aspects RSE, c'est aussi en effet dans le projet d'entreprise, c'est-à-dire se faire plaisir, donner du sens. Encore une fois, je sais que j'ai déjà évoqué ce point-là, mais c'est quand même intéressant pour les personnes et en effet toute l'industrie et tout le territoire qui interviennent là-dessus, de dire écoutez, on va travailler ensemble à essayer de faire des produits les plus locaux possibles. Et dans ces cadres-là, c'est vrai qu'on voit de très bon œil l'arrivée de fournisseurs, de gros fournisseurs, notamment de batteries sur le territoire, puisqu'on est en train de développer par exemple un pick-up électrique et le fait de pouvoir sourcer l'ensemble des produits, ou du moins le maximum des produits localement, est quand même quelque chose de très intéressant. Il y a en effet les initiatives locales, je dirais le projet d'entreprise qui est là-dedans, et on est quand
quand même aussi un petit peu poussé par les nouvelles lois, hein. Il y a le CSRD qui rentre en ligne très prochainement. Enfin, il est là, hein, de toute façon déjà, puisque à mettre en place. Donc, et toute la taxonomie, comme on l'appelle, qui va avec, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à prouver et comment est-ce qu'on arrive à démontrer que l'ensemble de la chaîne de l'approvisionnement jusqu'à ce qu'on sort et voir où est-ce qu'on vend les produits qui sont sortis de l'entreprise sont vertueux. C'est-à-dire qu'on a bien beau de faire du local, mais si je prends un vélo local et que en fait je fais que l'assemblage, je monte la selle sur le vélo et que je dis ça y est, c'est un produit français, c'était, je dirais, jusqu'à un certain moment, c'était ce qui se faisait. Maintenant, c'est plus possible. On a plein de choses, le Made in France, le 100% Made in France garanti, enfin plein les forces françaises de l'industrie, beaucoup d'initiatives qui permettent de pousser dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir une chaîne complètement vertueuse là-dessus et que finalement, bon, aidé aussi par tous ces systèmes de taxes, on arrivera finalement à des produits compétitifs aussi, puisque l'avantage c'est qu'on repousse, on se plaint pas mal aujourd'hui, notamment dans le cadre des marchés publics, que le Made in France ne soit pas plus pris en compte. On voyait ça, hein, je veux dire, alors les derniers chiffres que j'avais, ils étaient un petit peu vieux, je crois que c'était 2010, mais vous étiez à 16% en France et 70% aux États-Unis, pour donner un peu l'écart qu'il y avait sur l'attribution des marchés publics au niveau des produits fabriqués sur le territoire. Bon, j'espère que la tendance va s'inverser, puisqu'aujourd'hui, je pense que les industriels, de manière générale, ont envie d'aller dans ce sens-là pour, en effet, participer, de toute façon, à tout cet effort général de la transition énergétique et industrielle. Merci beaucoup, Monsieur Cumin. Donc effectivement, on voit cet effort à la fois de décarbonation, de relocalisation, qui va aussi enjoindre un intérêt de souveraineté sur ces questions industrielles. Monsieur Montagne, on en a parlé en préparant cette rencontre, de comment est-ce qu'on pouvait aider et porter des efforts de décarbonation des industries sur le territoire. Et vous parliez notamment de processus d'économie, d'industrie, pardon, d'économie territoriale, je vais y arriver au troisième coup. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la communauté urbaine de Dunkerque? Oui, alors je vais commencer par un chiffre qui va vous faire comprendre pourquoi on s'est lancé dans la décarbonation sur notre territoire. La zone industrielle portuaire. Alors donc je reprends, la zone industrielle portuaire de Dunkerque est responsable à elle seule de 21% des émissions industrielles de France. Voilà. Donc une fois que vous avez ce chiffre-là, vous vous dites que nous avons une certaine responsabilité et qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Alors quand on arrive en 2014, le territoire va mal, on perd 1000 habitants par an. Et donc là, on décide de se rassembler avec les industriels, les collectivités, les associations, et on crée les états généraux de l'emploi local. Et l'axe 1 de ces EGEL, états généraux de l'emploi local, c'est de sortir de l'industrie d'hier pour construire l'industrie de demain. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais on voulait que cette industrie soit décarbonée, qu'elle soit circulaire et qu'elle soit aussi créatrice de valeur. L'idée derrière, c'était d'avoir un coup d'avance. Et ce coup d'avance porte ses fruits maintenant, 10 ans après, 2014, 2023, 2024. On a réussi donc à fédérer l'ensemble de nos acteurs autour d'un certain nombre d'idées, et notamment de 3. Des solutions de décarbonation menées par nos industriels, que ce soit par le recyclage pour économiser les ressources de matières premières, l'exemple d'ArcelorMittal qui augmente dans son process et qui intègre dans son process de l'acier recyclé. C'est l'innovation et l'efficacité des procédés en matière d'émissions.
que ce soit des émissions de CO2 ou de production d'hydrogène. Et c'est aussi la capture du carbone afin de la réutiliser comme ressource. Ensuite, on s'est dit qu'il nous manquait quelque chose pour fédérer nos différents acteurs. On a créé un pôle d'innovation qui est en train de sortir de terre, qui s'appelle Eura Énergie, qui a été porteur de TIGA et maintenant de territoire d'industrie, et qui a pour vocation d'être un parc d'innovation technologique à rayonnement international, dans lequel on va y intégrer les processus et les entreprises qui travaillent autour de la décarbonation. Et c'est aussi un endroit où on va pouvoir incuber des entreprises autour de ces processus de décarbonation. Donc, l'idée maîtresse de ça, c'est véritablement un travail avec les industriels et avec le microcosme du Dunkerquois et la CCI, le GPMD. Voilà. Et c'est une vraie réussite sur notre territoire. Merci beaucoup. Messieurs, dames, est-ce que vous souhaitiez nous apporter aussi votre éclairage? Alors, Madame Valente-Lehir, on parlait de territoires un peu plus ruraux tout à l'heure. Là, on était sur des questions peut-être qui sont sur des grands sites industriels. Peut-être qu'à une échelle moins dense, en tout cas, on aurait aussi des solutions pour accompagner cette décarbonation de la part des élus. Alors, on sent bien, hein, vos témoignages sont tout à fait ce que l'on vit sur nos territoires. Les entreprises aujourd'hui ont bien compris ces enjeux. Et donc, on sait très bien que si on veut la pérennité d'une entreprise, il faut en passer par là. Alors après, de quelle manière et avec quels moyens? Là aussi, ça va se jouer au niveau local, les collectivités, de quelle manière on peut aider. Alors, avec un peu d'ingénierie, il faut être présent. Là, c'est le rôle des élus. La région, et c'est pas parce que notre président est ici, mais c'est vrai que la région joue pleinement son rôle. Et c'est vrai que ça, on a beaucoup de chance. On a des interlocuteurs dès lors qu'il y a des projets à mettre en œuvre. Et puis ensuite, le rôle de l'élu et de l'État, faire en sorte qu'on soit facilitateur. Parce que quand il y a des difficultés, des études à faire, je pense que là, notre rôle, c'est de se mettre tous autour de la table, de réunir les acteurs de manière à faciliter les choses. Et ça, c'est important parce qu'on a tous on doit faire du cousu humain sur nos territoires. Et c'est de cette façon qu'on peut réussir ces enjeux. Merci beaucoup. Monsieur Gacquer, je sais qu'il y a des sujets qui vous tiennent très à cœur, notamment sur ces transitions en termes d'industrie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous pensez de cette première tour de table ronde? Je pense que c'était rappelé dans l'une des dernières interventions de monsieur Vincent, c'est de parler des coûts fixes pour les entreprises, la compétitivité. Bien évidemment, l'énergie, au-delà de l'enjeu environnemental, c'est aussi un coût et ça forcément contribue au prix de vente à la sortie et à notre capacité donc à trouver des débouchés. Et donc sur l'énergie en tant que telle, nous sur le territoire, on a la chance d'avoir le grisou. Et donc c'est un gaz de mine, c'est un gaz de récupération. Il faut savoir qu'à la fin d'exploitation des mines, il est resté quand même 200 000 emplois sur le carreau et 100 000 km de galeries sous nos pieds. Et que nous avons à peu près estimé un siècle de réserve de gaz de mine. Alors on me dit oui mais c'est carboné, c'est UCH4, effectivement. Mais aujourd'hui il faut savoir qu'on le relâche pour éviter les explosions. Et donc ça a un pouvoir calorifique 27 fois supérieur au fait de le brûler. Donc nous avons réussi à récupérer ce grisou, aujourd'hui qu'on utilise pour le réseau chaleur urbain à Béthune, mais on aimerait bien en faire aussi éventuellement l'électricité verte en le brûlant et donc avec des effets de cogénération. Donc on a cette opportunité-là qui est une singularité locale. Au-delà, nous, on est à la disposition avec la région pour permettre aux entreprises d'avoir de l'énergie décarbonée verte. Évidemment, ça passe par le foncier, par la mise à disposition d'un certain nombre d'opportunités. Et surtout, on réfléchissait à créer une agence locale de l'énergie. On a dit qu'on n'allait pas s'embarrasser avec tout cela et qu'on se mettait plutôt à disposition des industriels pour créer avec elles des sociétés de projets, le cas échéant, et donc pour pouvoir être à la fois producteurs et distributeurs localement d'énergie verte pour permettre à la fois décarbonation, mais aussi renforcement de l'emploi local. Et sur les énergies, c'est un sujet. Je voudrais juste dire un mot sur un exemple. On parlait de l'eau tout à l'heure. Sur les plateformes industrielles, là aussi, sur les territoires d'industrie 2, volet 2,
Donc on a concurrencé, enfin on a présenté notre dossier avec la CCFL, on parle des coopérations supraterritoriales. On a été retenu. Parmi les sujets, on a un sujet sur le reuse et donc notre capacité à avoir des stations d'épuration mutualisées par zone d'activité qui nous permettront notamment de ne pas aller chercher de l'eau potable ou de l'eau dans le canal pour pouvoir alimenter des processus industriels. Et sur la plateforme industrielle de Isberg, c'est pratiquement 1,5 million de mètres cubes qu'on va pouvoir éviter comme ça d'aller chercher sous nos pieds ou dans le canal par ce système de reuse et notamment l'utilisation des eaux grises traitées des particuliers en les mettant à disposition des industriels. Donc il y a des gros sujets aujourd'hui qui, tout mis bout à bout, permettront aux entreprises à la fois de pouvoir s'installer, se réinstaller, se redévelopper et surtout gagner de l'argent pour faire gagner nos territoires. Merci beaucoup. Je vous passer le micro, mais merci beaucoup. Donc on voit l'ensemble de ces démarches de support de la modernisation effectivement de vos entreprises et de vos industries. Peut-être un tour de prise de parole, je vois deux présidents qui se posent des questions. Mais peut-être avons-nous des témoignages ou des questions par rapport à la fois ce qui s'est dit, mais aussi ce que vous faites sur vos territoires ou sur vos industries. On a parlé tout à l'heure de la présence d'industriels dans la salle. N'hésitez pas à faire part de vos besoins. C'est peut-être aussi le moment. Est-ce que je vois une main là-haut se lever? Merci Lucas. Oui, bonjour, Gilles Fontaine, je représente le groupe Enea Group. Nous faisons du reconditionnement de machines industrielles. Et donc, parmi les thèmes que vous avez évoqués, la transition, la décarbonation, le recyclage, il y a des opérations qui peuvent se faire un peu plus en amont, qui sont à plus forte valeur ajoutée, et qui consistent en fait à prolonger la durée de vie des équipements. Donc aujourd'hui, nous nous sommes installés sur l'ancien site de Bridgestone, donc à Béthune. J'en profite pour remercier les collectivités, leurs représentants et la région, puisque l'accueil est vraiment très positif et très important pour nous. Un des points qui n'a pas, et c'était là où je voulais intervenir, pardon, mais un des points qui n'a pas été évoqué, je pense, c'est la façon dont les collectivités peuvent intervenir via la commande publique sur l'encouragement au reconditionnement des machines. Donc chaque collectivité, sur les services qu'elle déploie, a besoin de machines, que ce soit pour les espaces verts, pour l'entretien des piscines, pour tout un tas de services de ce type. Et les services que nous proposons consistent à reprendre ces machines qui ne sont pas utilisées aujourd'hui, à les réutiliser, à prolonger la durée de vie. Une machine reconditionnée, c'est 2 fois moins cher qu'une machine neuve, c'est la même performance opérationnelle et c'est 3 à 4 tours de durée de vie comme ça qu'on peut générer. C'est bien évidemment de l'emploi qui est créé sur le site et c'est un effort de fait sur la revitalisation des territoires. Donc j'insiste sur ce sujet-là, c'est un point qui est important, ça demande moins d'investissement, c'est plus rapide que tous les sujets que vous avez pu évoquer, qui ont bien évidemment leur importance, mais chaque élément compte et donc je me permets d'insister sur celui-là, économie circulaire, reconditionnement et la commande publique par rapport à ces initiatives. Merci. Pas d'autres retours. De notre côté, je ne veux pas créer de frustration, donc n'hésitez pas. On se rapproche de la fin de cette table ronde et de la signature de la déclaration dont nous avons parlé tout à l'heure entre région et intercommunalité. Je vais peut-être me tourner vers les 2 présidents nouvellement arrivants, si vous le voulez bien. Enfin, ici en tout cas. Si vous le voulez bien, peut-être au pupitre, dire un petit mot. Alors, le micro... Celui-là marche en tout cas. Voilà, merci Monsieur Martin. Tenez. Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs, les élus, Monsieur le Président de la région, cher Xavier, cher Olivier, merci de ton accueil. Alors d'abord, je vous prie d'accepter les excuses de la SNCF. Je vous présente mes excuses au nom de la SNCF, puisque mon train a pris 1h20 de retard, donc voilà, ce qui m'a empêché d'être à Lyon. Voilà, c'est de la faute de Monsieur Vauquier, Monsieur Bertrand, si je suis en retard. Donc,
T'en demandais pas tant, mais moi je me permets d'y aller, voilà. Pour régler sa région de France, une petite association d'élus intercommunauté de France, c'est beaucoup plus sympa, n'est-ce pas Olivier? Donc très heureux d'être avec vous ce matin. Je veux remercier nos intervenants. Je remercie Olivier donc, de nous avoir accueillis. C'est vrai que la thématique de l'industrie et de la réindustrialisation de notre pays est une thématique qui, à Intercommunauté de France, nous occupe depuis un certain nombre d'années déjà, puisque nous avions lancé l'idée à l'époque, au milieu des années 2010, d'un pacte productif qui avait été travaillé avec l'État, avec les régions déjà à l'époque et avec les intercommunalités, qui avait débouché ensuite sur la formalisation à travers le programme Territoire d'industrie. Et ici, je sais que dans les Hauts-de-France, il y a un certain nombre d'intercommunalités qui se sont engagées dans le programme Territoire d'industrie, mais qui partaient en fait d'un constat tout simple. Et je trouve que cette table ronde l'illustre parfaitement, et ça a été dit à plusieurs reprises, qui est qu'on ne réindustrialisera sans doute pas le pays en partant d'un grand discours national descendant, mais bien plus en mobilisant à l'échelle des territoires et en organisant un dialogue à l'échelle des territoires qui permet de répondre aux problèmes des industriels, premièrement, et donc par un dialogue collectivité industrielle, et aussi de faire en sorte que l'ambition de la réindustrialisation, eh bien, elle soit aussi partagée. Je veux dire, il n'y a pas de réindustrialisation dans cette région des Hauts-de-France, à mon avis, si vous n'avez pas conjointement et une région et des élus locaux et des industriels qui se disent que réindustrialiser, ça vaut la peine qu'on s'y mette tous ensemble. Vous n'avez pas de réindustrialisation du pays si vous n'avez pas des présidents d'intercommunalités qui décident de mobiliser du foncier, de garder du foncier aussi pour de la vocation industrielle, parce qu'on sait que le foncier devient de plus en plus rare ou a été l'objet de convoitises de la part d'un certain nombre d'autres acteurs que les acteurs de l'industrie. Et donc, quelque part, vous avez été nombreux, et nous sommes nombreux, à avoir fait, alors que ce n'était pas encore à la mode, ce pari fou de la réindustrialisation. Tout à l'heure, vous parliez des questions de formation, des questions de formation d'enseignement supérieur. Moi, je dis que c'est un pari fou de se lancer dans la réindustrialisation, parce que quand on vient de là où nous venons, quand ces 25, 30 dernières années, on a divisé par 2 le nombre d'emplois industriels. On a divisé par 2 la part de l'industrie dans notre PIB. Eh bien, se dire ici que si l'industrie, c'est notre avenir, que si sans industrie, on ne produira pas de valeur ajoutée, qu'on aura des emplois peu qualifiés et qu'on ne résoudra pas un problème de cohésion nationale qui fait que les gens ne comprennent pas pourquoi ils vont bosser mais qu'ils ne sont pas assez payés. Parce qu'on a fait une part trop forte aux emplois dans les services et que les emplois dans les services ont assez peu de valeur ajoutée et que pour pouvoir payer les gens, il faut avoir de la valeur ajoutée parce que c'est sur la base de la valeur ajoutée qu'ensuite on peut dégager de la création de richesse et donc avoir des salaires décents. Si on n'a pas été un certain nombre, et il y a à peu près 500 intercommunalités qui se sont engagées dans le premier programme Territoire d'industrie. Aujourd'hui, il y en a plus de 600, donc ça veut dire plus d'une intercommunalité sur 2. À s'être engagé dans ce programme-là, eh bien aujourd'hui, la volonté de réindustrialisation au niveau national serait lettre morte. S'il n'y avait pas cette volonté au niveau du terrain, elle serait lettre morte. Et aujourd'hui, les enjeux, ils sont colossaux. Vous avez parlé de décarbonation de notre industrie. Alors Dunkerque, on connaît bien l'exemple de Dunkerque parce que Patrice, à l'époque, était membre de notre conseil d'administration. Donc à chaque réunion du conseil d'administration, il nous rappelait que Dunkerque égale 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie au niveau national. Donc avant même que vous nous donniez le chiffre, je disais à Olivier, tu vas voir, ça va être 20%. D'ailleurs, vous n'allez pas dans la bonne direction parce que vous êtes passé à 21% depuis. Hein. Donc il y a un léger problème. Je dirais au ministre que ça ne va pas dans la bonne direction depuis qu'il est parti. Mais cet enjeu de la décarbonation, il faut qu'on le prenne ensemble. Mais je crois qu'il y a l'enjeu de la formation qui est un enjeu essentiel. Juste quand nous arrivions, alors j'espère que je ne vais pas faire de redite, vous en avez parlé. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps que de réadapter notre outil de formation et d'enseignement supérieur à une économie qui se réindustrialise. Notre outil de formation d'enseignement supérieur, il n'a fait que suivre la tertiarisation de notre économie, tout simplement. Et malheureusement d'ailleurs, la tertiarisation et la tertiarisation à forte valeur ajoutée, c'est plutôt concentré dans les métropoles. Et donc on a vu les formations d'enseignement supérieur aller se concentrer plutôt dans les métropoles. Et aujourd'hui, on a un mouvement de revanche un peu des villes moyennes qui va s'organiser.
Mais ça ne réussira pas sans que les universités, les grandes écoles, et puis d'autres organismes de formation et d'enseignement supérieur comprennent qu'il faut rapprocher des territoires industriels et productifs les outils de formation. Parce que, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, l'industrie de demain sera plus comme celle d'hier. Elle sera plus décarbonée, elle sera plus numérique, et donc elle fera appel à plus de compétences. Et il faut arriver à rapprocher les lieux de formation. À Intercommunauté de France, on a défendu cette idée d'académie industrielle et technologique, en se disant que, comme on sait le faire sur le terrain, on va additionner des outils de formation et puis on va faire pas une académie au sens éducation nationale, mais un lieu qui permet de regrouper plusieurs outils qui sont capables de faire de la formation et de l'enseignement supérieur. Et pour ça, Monsieur le Président de Région, en Auvergne-Rhône-Alpes, comme en Bourgogne-Franche-Comté, comme ici, et il faut à peu près, normalement quand le TGV va bien, 2h30 pour rejoindre ces 3 territoires, eh bien on en a besoin. On a besoin de l'aide des régions pour réussir à faire cela. Mais il faudra du temps parce que vous savez, moi j'ai 46 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Je suis jeune par rapport à toi. Non, parce qu'il m'a chambré pendant 1 heure avant, enfin 1 heure, 20 minutes avant, donc je me permets. Je vois bien autour de moi les enfants de mes amis. Et mes amis qui, je leur dis, mais si, vos gamins, faut les mettre dans les formations qui sont autour de l'industrie. Ils me disent, écoute Sébastien, t'es bien gentil avec ton discours là. Mais nous, on a tous grandi avec la mondialisation, avec les délocalisations et avec les fermetures d'usines. Donc oui, on va y croire à ton truc de la réindustrialisation, mais quand ça s'inscrira dans la durée. Mais en attendant, nos gamins, ils vont aller faire une école de commerce, une école de communication, du marketing, et des trucs comme ça. Mais pour l'instant, ça ne vient pas encore. Donc il faudra que ce mouvement s'inscrive dans la durée pour que cela fonctionne. Et par nos interactions, nous pouvons y arriver. Bien évidemment, il y a l'enjeu foncier qui doit se travailler aussi. Alors, les régions ont la délicate tâche de territorialiser le principe de zéro artificialisation nette des sols. Je sais que c'est un mouvement qui est engagé un petit peu partout sur le pays. Moi, je ne suis pas un... Je veux dire, au bout d'un moment, bien sûr que c'est moins simple avec le ZAN. C'est moins simple. Mais de toute façon, vous savez, on allait bien arriver à des limites physiques à un moment ou à un autre. Quand vous urbanisez, vous arrivez à un moment ou à un autre contre une forêt, vous arrivez à un moment ou à un autre contre une rivière, vous arrivez aussi à un moment ou à un autre parfois contre des riverains, qui d'ailleurs parfois se plaignent plus que la forêt ou la rivière, au passage. Et tout cela nous oblige quand même à repenser un petit peu notre modèle et à se dire qu'avec le foncier qui était facilement aménageable, aujourd'hui on va devoir s'attaquer au foncier qui est plus difficile, avec les friches. On a défendu auprès du gouvernement l'idée que le fonds friche devait être pérennisé, surtout qu'une part importante du fonds friche devait aller à la réindustrialisation, parce que dans les chiffres, on vous dit oui, c'est moitié-moitié, économie, habitat. Mais quand vous regardez le prêt dans le économique, parfois dans le économique, vous n'avez pas que de l'industriel. Loin de là. Loin de là. Donc on tient à ce qu'il y ait un vrai équilibre demain dans le fonds friche entre une moitié dédiée à l'industrie et une moitié dédiée à l'habitat, parce que évidemment si nos usines regagnent des salariés, il faut bien évidemment trouver les moyens de tous les loger. Alors voilà, nous on a pensé et on a souhaité débuter dans les Hauts-de-France. Non pas parce qu'avec Xavier, on a en commun d'avoir un club de basket dans nos villes et que moi, j'ai un club de basket qui a été 2 fois champion de France et le sien le sera peut-être un jour. Mais on se taquine un peu. Hein, voilà. En plus, en ce moment, il est devant moi au classement, donc ça m'énerve. Et voilà. Donc, mais parce que ce territoire des Hauts-de-France est un vrai beau symbole de la reconquête industrielle. Et un vrai beau symbole de ce que je disais tout à l'heure, de ce pari qui a été fait, de ce pari un peu fou, de croire en la réindustrialisation des territoires comme étant un vrai levier, je crois, et de réussite économique, et aussi de cohésion sociale et de cohésion nationale, parce que nous ne nous y trompons pas, on sait très bien qu'une partie des résultats électoraux, notamment dans cette région ou ailleurs, ont pu être liés à ce phénomène de désindustrialisation et un départ d'un certain nombre d'électeurs vers les extrêmes y est aussi très lié. Donc on a souhaité
organiser aujourd'hui cette rencontre. Merci Olivier de ton accueil ici à Béthune pour signer ce pacte, cet engagement commun finalement à faire en sorte que région et intercommunalité, qui je le rappelle sont les deux niveaux de collectivité qui ont la compétence exclusive en matière de développement économique, ont un vrai rôle complémentaire à jouer. Nous, pour être capacité d'accueil pour accompagner les projets des entreprises et puis les régions pour accompagner ces initiatives, pour donner un rayonnement à leur territoire et aussi œuvrer à l'attractivité en matière exogène pour les projets. Eh bien, on a tenu que cette première signature se fasse ici dans les régions Hauts-de-France et puis après nous irons un petit peu partout à travers la France pour signer d'autres pactes comme ça d'engagement entre les régions et les intercommunalités. Merci en tout cas à tous pour votre participation à cette matinée et je cède la parole avec plaisir à mon ami Xavier Bertrand. Ça remarche. Je le connais depuis longtemps et je l'aime beaucoup, Sébastien. C'est la raison pour laquelle il ne m'en veut pas que l'an dernier, Saint-Quentin Basketball a fini devant Chalon-sur-Saône, bien évidemment, et que cette année, c'est pour l'instant la même chose. Bon, très sérieusement, si je suis ici, c'est parce que, très clairement, il n'y a aucun dossier d'implantation majeur. Aucun. Il n'y a aucun projet de restructuration réussi qui n'aurait pu voir le jour dans les Hauts-de-France s'il n'y avait pas un vrai partenariat entre la région des Hauts-de-France et les intercommunalités. Aucun. Si on n'avait pas été aligné à chaque fois, zéro. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, ça ne tient pas seulement aux circonstances de mon élection la première fois, il n'y a pas de politique politicienne entre nous, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu comme la définition de l'amour, on ne se regarde pas les yeux dans les yeux, mais on regarde dans la même direction. On regarde dans la même direction. Et c'est la raison pour laquelle je suis là et que je suis très heureux de signer ce pacte qui, à la fois, vient bien confirmer les choses, mais trace aussi toute une démarche pour la suite et pour l'avenir. Bon, c'est pas parce que j'ai été président d'intercommunalité, mais je sais pertinemment, je connais mes classiques, c'est que les deux niveaux de responsabilité qui ont encore une compétence économique, c'est la région, bien évidemment, la loi de 2015, qui pour une fois clarifié les choses, et ce sont les EPCI. On pourrait me dire que les communes ont bien évidemment la clause de compétence générale. Non, la réalité, c'est simple, on est en tandem, les EPCI et le conseil régional, et surtout dans les Hauts-de-France, c'est vraiment la même logique. Je vous prends des exemples. On parle beaucoup des gigafactories. La première de ces gigafactories, ACC, avec un grand chef d'entreprise, un grand capitaine d'industrie qui est Carlos Tavares, qui est toujours à se dire, bon, si les politiques étaient au rythme de l'entreprise, ce serait mieux. Il a pu voir qu'en 15 jours, nous étions totalement alignés, la région des Hauts-de-France et les intercommunalités. Et j'aurais pas eu les intercommunalités, j'étais pas capable de mettre sur la table aussitôt 121 millions d'euros. Et ça a été le début de l'aventure des gigafactories. On n'est pas aligné la région avec les intercommunalités, notamment celle de Christian Poiret, on n'a jamais Envision à Douai. Jamais. Et de la même façon sur Vercors, on n'est pas aligné avec la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque. Non, il n'y a jamais l'implantation de Vercors, parce que là aussi, ce sont des moyens importants qu'on a mis sur la table, et on les a mis ensemble. Et on n'a pas mis des mois à réfléchir pour savoir si on allait se mettre d'accord. Non, ça a été le cas tout de suite. C'est ça la clé du succès. C'est la clé du succès, comme ça sera aussi la clé du succès encore, parce que nous n'allons pas nous arrêter à 3 gigafactories, aujourd'hui elles sont déjà plus nombreuses, et que d'autre part, je n'ai pas vocation à oublier le moindre endroit du territoire régional, et que maintenant nous allons proposer une nouvelle feuille de route. Je le dis également avec les conseillers régionaux, la conseillère régionale qui est ici présente, il y a aussi Hakim qui est là, pour vous dire que maintenant, c'est sur l'enjeu de l'économie circulaire que je vois bien tout le potentiel de création d'emplois. Ce ne sera pas des usines à 1500 emplois, d'accord, mais effectivement, nombre d'unités sur l'ensemble du territoire régional pour qu'il n'y ait aucune zone blanche non couverte par le développement économique, c'est aussi l'un des aspects. Sans oublier, bien évidemment, un certain nombre d'autres sujets liés à la transformation. Je pense à la transformation touristique, parce que vous êtes dans une région, Monsieur le Président Martin, qui va complètement changer son image dans les années qui viennent et qui va attirer encore plus de création de valeur également en matière touristique. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas aller trop loin dans la transformation et ne pas trop loin dans l'exposé de la transformation et pour oublier le reste. Donc, aucun projet de création n'aurait vu le jour si on ne bossait pas ensemble. Aucun projet de restructuration non plus. Je me tourne vers Olivier.
Bridgestone a semblé être un coup de tonnerre. Ça y est, c'est fini, quasiment 1000 emplois. Voilà, c'est vraiment le ciel qui leur tombe sur la tête. Et puis, bien évidemment, des salariés qui étaient avec l'image que quand il y a des restructurations comme ça, on ne retrouve jamais de boulot et que le site devient une friche. Eh bien non. Au moment où nous vous parlons, parce que ça a été des efforts conjoints, et on a aussi, il faut dire les choses très clairement, fait un bras de fer, alors avec ma méthode, pas toujours la plus convenable, je le sais bien, je ne traverse pas forcément dans les clous. Au moment où on parle, sur les salariés de Bridgestone, il n'y en a que 21 qui n'ont pas encore aujourd'hui repris une activité. Je ne rentrerai pas dans les raisons pour lesquelles, mais toujours est-il que c'est là. Et vous le disiez aussi, monsieur, je ne crois pas que vous soyez aujourd'hui installé dans une friche industrielle. Il y a de l'activité. Ce n'est pas forcément une ruche, mais il y a une sacrée belle activité. Ce qui montre que la revitalisation économique, ça marche, et que le reclassement, ça fonctionne également. Pourquoi? Parce qu'on a bossé ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble. Alors aujourd'hui, on a d'autres défis devant nous, qui est de continuer à faire venir des entreprises, et je reste mort de faim en matière de création d'emplois et d'activité. On a beau nous dire que maintenant, sur les gigafactories, on sera à 20 000 emplois directs, je sais qu'il y a des emplois indirects, eh bien, on reste sur n'importe quel projet, que ce soit 5 salariés, 50, 500 ou 5000, à nous battre sur toutes les balles, et à chaque fois, ensemble. Jérémy Parcy, qui est là, qui, pour les affaires économiques à la région, est bien souvent votre interlocuteur, on continue en permanence. Je ne suis pas fatigué et je ne suis pas repu en matière de création d'emplois et de création d'activités. Il y a un sujet, ici Sébastien, on a eu l'occasion d'en parler parce qu'on se voit beaucoup en dehors des rapports qu'il y a entre le président de l'Intercommunalité de France, qui, entre parenthèses, est en train de donner une sacrée visibilité à l'Intercommunalité de France. On parle beaucoup de l'AMF, on parle beaucoup de l'ADF, on parle de l'ARF aussi, les mairies, les départements, les communes, mais il est en train de donner une vraie visibilité avec un congrès qui a permis aussi de faire valoir votre place, vos exigences et les capacités de développement qui reposaient sur les intercommunalités. Et ça, c'est important, et de faire en sorte que Intercommunalité de France, ne soit pas seulement la vitrine des très grosses intercommunalités, mais tout le monde y a sa place. Et ça, je pense que c'est pas si facile que ça. Encore une fois, il a ses idées, c'est quelqu'un d'ouvert et de rassembleur, mais il n'y a pas de politique aérie au sein de l'Intercommunalité de France, mais surtout, quelle que soit la taille d'une intercommunalité, on peut se sentir vraiment, vraiment représenté. Non, l'un des points qui va encore être très important, c'est le contrat d'implantation. Vous savez que dans la région des Hauts-de-France, on s'implante plus vite qu'ailleurs et qu'il y a moins de formalités. Alors, même si la loi Industrie verte s'est, comment dirais-je, inspirée de ce que nous faisons, pas moi qui l'ai dit, c'est à la fois les porteurs de cette loi, c'est parce qu'on a voulu très clairement simplifier les procédures, mais si nous réussissons, entre l'État, un peu la région, beaucoup les intercommunalités, à réduire les délais, c'est parce que vous jouez le jeu également et qu'on réussit à avancer en temps masqué de façon parallèle et non pas de façon successive. Moi, j'avais été marqué, quand je suis arrivé, par le fait qu'en Belgique, il fallait 2 fois moins de temps pour s'implanter qu'en France. Pourtant, il n'y a pas beaucoup moins de niveaux, ils ne sont pas plus simples que nous. La météo est la même et l'accent belge ne changeant rien du tout au fait que les délais étaient plus courts. Sauf que nous, avec les contrats d'implantation, on sait aujourd'hui dans la région aller beaucoup plus vite, quel que soit le département, et c'est aussi grâce à vous, et je veux vous remercier parce que ça, c'est quand même un sacré intérêt et c'est un véritable atout. Et même la loi Industrie verte fera que nous aurons toujours une longueur d'avance. Encore une fois, quand on est mort de faim, on cherche toujours à faire la différence. Et c'est aussi très clairement grâce à vous. Le fait de commencer à regarder un permis de construire pour une implantation économique avant même qu'il ne soit déposé, et certainement pas en l'étudiant à la fin du délai maximum, ça change beaucoup de choses. Ça, vous savez faire, ça, vous êtes capable de le faire. Et moi, c'est ce qui me permet aussi de faire en sorte que dans la région, on soit attractif partout. Et si nous sommes la région de France la plus attractive depuis maintenant 5 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est Ernst & Young, c'est Business France, notamment pour les implantations industrielles, pour les investissements étrangers. C'est pour cette raison du contrat d'implantation et c'est aussi grâce à vous. L'autre point que tu as évoqué, Président, c'est la question du zéro artificialisation nette. Bon, alors moi, je ne vais pas faire ma pleureuse. La loi, elle n'est pas bien, il ne faut pas qu'elle s'applique chez moi. Elle s'appliquera partout. Et elle s'appliquera dans toutes les régions. La seule chose, c'est soit il y a des élus qui font la gueule et qui se disent ben moi, je ne m'en mêle pas. Et dans ces cas-là, je vais vous dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle de la recentralisation. C'est-à-dire que les communes rurales et les intercos seront en pleine discussion avec l'État. Et même si vous avez un préfet plutôt sympa et efficace, comme c'est le cas dans ce département et dans la région, ça ne changera pas les choses, c'est que ce sera une logique de recentralisation. Ou alors il y a une région, que la loi lui plaise ou pas,
qui décide de prendre toutes ses responsabilités, en disant je vais me prendre des coups, je vais me faire enguirlander, mais je prends mes responsabilités, en créant un compte foncier régional, en mettant au cœur de la gouvernance, je le dis, je l'assume, les intercommunalités, de façon à ce que vous ne nous fassiez pas seulement bouffer par les 1 hectare par commune qui vont vous empêcher d'avoir des projets. Deuxième attitude, plutôt que de jouer les pleureuses, on va aller à fond sur les friches industrielles, et Dieu sait si on en a chez nous, de façon à pouvoir bénéficier au moment où les autres vont râler de fonds importants pour dépolluer. Enfin, entre parenthèses, si vous avez des idées de start-up sur vos territoires qui ont des procédés de dépollution rapides et peu coûteux, vous me les présentez. Hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre d'argent nous-mêmes là-dedans, mais je peux vous dire que ça, celui qui saura faire ça, c'est de l'or en barre. Mais on y va. On va aussi anticiper ce que seront les friches commerciales à venir. Vous savez bien que dans beaucoup d'endroits, il y a des entrées de ville avec des friches commerciales qui se dessineront dans les 5 à 10 ans. On ne va pas attendre, on va essayer de préempter cela. Et on est en train de voir aussi avec les grandes entreprises quelles sont celles qui n'y avaient pas encore pensé, mais qui pourraient compacter leur superficie de façon à avoir du foncier disponible. On va faire feu de tout bois. On va installer en janvier une conférence sur la gouvernance du ZAN. J'en parlais encore avec le préfet de région ce matin. Je pense que cette loi est trop dure et trop restrictive. Mais Sébastien a raison. On ne peut pas continuer à artificialiser comme on l'a fait pendant des années et des années. Je pense qu'avant la fin de cette décennie, il faudra l'évaluer et certainement la corriger. Mais en attendant, on ne va pas pleurer et on va être fidèle à la ligne de conduite qui est celle dans cette région de tous les acteurs économiques et politiques. On prend nos responsabilités, on prend des initiatives de façon à ce que les Hauts-de-France et vos territoires puissent continuer à être terriblement attractifs. Voilà comment nous allons travailler. Donc je vous l'ai dit, contrat d'implantation, le ZAN. Donc vous l'avez compris, si je signe cette convention, ce n'est pas pour dire ici on fait du bon boulot, non. C'est qu'on a besoin, dans les temps que nous connaissons, de prendre de nouvelles initiatives. C'est vrai sur la formation, c'est vrai aussi sur les aides à l'investissement. Moi, je ne peux pas intervenir sur le foncier, vous pouvez le faire. À chaque fois, on trouve des solutions intelligentes. À chaque fois. Et c'est de cette façon qu'on a, ici, Sébastien, commencé à montrer qu'après passé glorieux, économiquement, industriellement, après des difficultés qui étaient beaucoup moins glorieuses, les gens sont en train, à l'extérieur de la région, de se dire, dis donc, dans les Hauts-de-France, ça a l'air de bouger. Les EPR, 8 000 emplois directs, que ce soit le canal Seine-Nord-Europe, 6 000 emplois pendant la construction, 15 000 emplois directs ensuite, plus les gigafactories. Très clairement, les gens sont en train de se dire, à l'extérieur, c'est une région qu'il faut regarder. Il nous reste à transformer l'essai pour que ceux qui habitent sur vos territoires puissent se dire et dire à leurs enfants, il y a clairement de l'avenir dans cette région. Alors on aura d'autres sujets devant nous encore. Et là, on s'éloigne un peu du domaine économique. De plus en plus d'entreprises veulent savoir s'il y a un guichet unique. Certains le font, d'autres ne le font pas encore, sur une intercommunalité, sur quand on vient s'installer, ça va se passer comment la scolarité? C'est comment l'offre périscolaire? C'est comment l'offre culturelle, l'offre sportive? Pardon. Et pour les logements, ça va se passer comment également? Et l'idée d'avoir ce guichet unique qui ne peut se voir que par intercommunalité plus que par commune, je suis tout à fait prêt en ce qui concerne la région à mettre des moyens là-dedans, parce que c'est ce qui permettra encore une fois de faire la différence. Il y a les services clés en main en matière de terrain, mais il y a aussi les services clés en main pour renforcer encore et encore notre attractivité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je viens du monde de l'entreprise et je sais une chose, ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Mais nous, on a une sacrée responsabilité, c'est de créer l'écosystème favorable pour que ça se crée ici, chez nous. Et j'ai tendance à croire, quelle que soit votre activité présente ou passée, c'est que vous avez toutes et tous une mentalité d'entrepreneur. Ben vous savez quoi? C'est comme ça qu'on réussit tout simplement. Alors en tout état de cause, la région va appliquer, vous savez, ce beau proverbe africain. Si tu veux marcher vite, marche seul. Si tu veux marcher loin, marche avec les autres. Ça tombe bien, nous on veut marcher loin. Il n'est pas imaginable que la région avance seule. Et si on veut réussir, ça sera avec les intercommunalités. Merci de votre présence. Merci à vous de votre présence. Et vous me permettez aussi de vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand.
Monsieur Bertrand, Monsieur Martin, Monsieur Gacker, je vous propose qu'on puisse signer le pacte. Alors, on a mis en place une légère installation mobile. C'est pour qu'on puisse vous apercevoir, notamment en live stream. Et j'en profite pour dire à nos intervenants et aux journalistes qui nous ont rejoints qu'on aura un petit point presse juste au-dessus, après la signature du pacte, en haut de l'escalier à droite. C'est du mobilier léger. Si ça vous dit. Pour tous les photographes sont devant la caméra. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Vous avez un petit cocktail déjeunatoire qui vous attend et pour les plus curieux, la visite de l'ex-site Bridgestone cet après-midi et les plus chanceux par ailleurs.